Donc, j'espère que vous êtes en sécurité, non pas dans le verglas en train de péniblement rentrer chez vous et que vous êtes bien installés au chaud comme nous et comme notre invité Guillaume Lonergan, que je vais présenter dans quelques secondes. On est extrêmement content qu'il soit avec nous ce soir. Je me présente, je vais être votre animateur, modérateur pour la soirée, Thomas Carrier-Lafleur. Je suis chargé de cours à l'Université de Montréal. Je donne un cours aussi de cinéma québécois cette session à Concordia. Je pense que j'ai vu quelques noms d'étudiants et d'étudiantes dans les deux universités où j'enseigne cette session. Je suis aussi directeur adjoint de l'Observatoire du cinéma au Québec, qui est un des organismes qui organise cette rencontre. Et c'est donc, je porte ces deux chapeaux-là et aussi, donc, comme je disais, le chapeau d'animateur. On a donc la chance de recevoir Guillaume Lonergan ce soir dans le cadre d'un cycle qui débute aujourd'hui de 4 rencontres qui s'appelle « Les métiers de la télévision au Québec ». Et je vais laisser Martha Boni, professeure agrégée au département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques de l'UDM, vous présenter le cycle. Martha, qui est une spécialiste de la télévision et qui est aussi l'instigatrice, dis-je, de ce cycle-là. Merci Thomas. Bonjour tout le monde. Donc, très rapidement, je suis très contente d'avoir été l'instigatrice de ce cycle, mais surtout appuyée par une équipe très efficace et avec laquelle j'ai beaucoup de plaisir à travailler à chaque fois, qui m'ont donc permis de mettre ensemble un peu cette liste d'invités. Donc, nous avons des séances dédiées vraiment au métier de la télévision au Québec. Donc, l'OCQ a pour mission de favoriser les passerelles avec donc les études que nous faisons à l'université et le métier de la création, de la production. Et cette année, on a décidé de parler de télé, notamment en lien avec la création de la mineure en études télévisuelles, dont je vous ai déjà parlé si vous êtes dans mon cours. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez aller chercher des infos. Donc, c'est un nouveau programme consacré à la télévision qui a été mis en place cette année. Et donc, l'objectif de ce cycle de rencontres est de découvrir les métiers de la télé, découvrir l'industrie, les contenus, les expériences de réalisateurs aujourd'hui, de scénaristes par la suite, mais aussi de productrices et de diffuseurs de contenu. Donc, nous avons les prochaines séances seront le 8 mars avec Sophie Ferrand, séance animée par Frédéric Cazoum. Salut Frédéric, je te vois. Nous avons ensuite le 15 mars Christiane Asselin, qui est directrice de Tout.tv. La séance est animée par Marie-Odile Demey. Et dans une date à déterminer un peu plus tard, au mois de mars-avril, Evangelina Kabouya, qui est réalisatrice, et la séance est animée par Émilie Landry, qui est aussi chargée de cours au département. Donc, une belle programmation, très contente d'être là aujourd'hui. Et donc, sans plus tarder, je repasse la parole à Thomas et je vous écoute. Bien, merci Martha. Juste quelques technicalités avant de présenter Guillaume. Donc, la rencontre, pour le coup, est sur Zoom, comme vous le voyez, mais elle est aussi sur YouTube. Peut-être que vous regardez en ce moment la rencontre diffusée sur YouTube. Elle est également enregistrée, comme c'était mentionné, dans la salle d'attente et comme je crois ça va être écrit dans le chat aussi. Ce qui veut donc dire que si vous ouvrez votre caméra, ça va être capté. Par contre, si vous ne voulez pas que votre image se retrouve sur l'enregistrement, vous pouvez nous écrire et nous allons l'enlever. Donc, il n'y a aucun problème. Je parle de caméra parce que pour l'instant, elles sont essentiellement fermées. Si vous avez envie de l'ouvrir, soit maintenant ou plus tard, évidemment, et si c'est possible pour vous, je vous encourage à le faire pour que Guillaume puisse vous rencontrer. C'est une rencontre qu'on aurait adoré faire en présentiel, mais les mesures à l'Université de Montréal et un peu partout font qu'avec la COVID, surprise, c'était plus normal, plus simple de faire ça sur Zoom. Rencontre donc de 60-90 minutes max, rencontre libre. Avec Guillaume, parler de son métier de réalisateur pour la télévision, parler des rapports cinéma et télévision aussi, parler de son métier, peut-être avoir des anecdotes. Donc, le terme métier fait partie du cycle, donc du nom du cycle. On aimerait savoir qu'est-ce que ça fait dans la vie un réalisateur de télévision, une réalisatrice de télévision. D'ailleurs, Guillaume était en tournage aujourd'hui, donc merci d'avoir trouvé le temps pour faire une grosse journée avec nous. Mais j'imagine que des grosses journées en télé, il y en a quand même pas mal. 2-3 mots sur Guillaume avant de lui passer la parole et de lui poser la première question. Donc, Guillaume est un réalisateur et un scénariste très prolifique qui s'est d'abord intéressé, je crois, au documentaire, comme quoi donc on peut zigzaguer aussi dans une carrière et peut-être va-t-il retourner au documentaire et je serais intéressé de t'entendre là-dessus plus tard. Tu aurais fait tes premières armes avec des courts-métrages pour l'organisme Kino
au début des années 2000, après tes études, je crois, à Concordia. Tu as été aussi cinéaste formateur auprès des communautés autochtones avec Wapikoni Mobile. Tu es connu pour plusieurs séries, beaucoup de séries jeunesse, dont L'effet secondaire de 2019 à 2022 et Vrac la vie pendant 5-6 ans, donc de 2009 à 2015. Également, tu as réalisé un projet transmédia qui s'appelle Émilie, qui est un long métrage plus des courts-métrages interactifs, sauf erreur. On pourra discuter un peu de c'est quoi un court-métrage interactif plus tard. Et dans des séries que tout le monde connaît, donc une web série comme L'âge adulte, la 3e saison de M'entends-tu, et récemment, Audrey est revenue sur Club Illico. Donc, non pas qu'elle est revenue sur Club Illico, mais c'est disponible sur Club Illico, pardon pour la blague un peu facile. Et La Confrérie, qui est présentement diffusée sur Novo, je crois. Et tu as plusieurs projets en chantier, à la fois du côté de la télé et du cinéma. Guillaume, d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que l'OCQ le reçoit. Tu étais déjà venu en 2015 et je commencerai là-dessus. Tu avais présenté un épisode, c'est dans la formule Ciné-Club de l'Observatoire, tu avais présenté un épisode de la série Les Revenants. Et donc, le premier épisode de la saison 1, si je ne me trompe pas. Et tu avais dit ceci en 2015, c'est extraordinairement enivrant de faire de la télé en ce moment. Donc, ce serait la première question que je te lance et tu peux te présenter aussi comme tu veux, mais commencer à faire de la télé en 2022, est-ce toujours aussi enivrant qu'en 2015? Bon, oui, la réponse est oui. C'est encore plus enivrant maintenant pour moi parce que moi, j'ai encore plus l'impression de faire des projets intéressants puis d'être à ma place puis qu'on me propose des projets que je trouve intéressants, singuliers, qui ne sont pas conventionnels ou pas trop conventionnels. Donc, c'est des projets qu'on me propose en ce moment. Fait que oui, en ce moment, je suis très content de faire mon métier, puis je trouve que je fais un métier que je fais. En fait, maintenant, j'ai l'impression d'être un peu arrivé, un peu quelque part où j'avais envie d'arriver quand j'étais plus jeune. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, c'est une très belle période. Je suis très content, puis je travaille beaucoup, puis j'en profite. Puis j'essaie de dire oui à tout ce qui passe parce que en ce moment, il y a plein de choses qui se passent dans plein de projets qui m'arrivent à moi et puis j'essaie de faire la plupart des choses que je trouve intéressantes à faire. Voilà. Donc, vous voulez que je me présente, c'est ça? Oui. Est-ce que c'était fidèle à la réalité, ce que j'ai dit? Est-ce que j'ai omis quelque chose? Non, non, c'était très bien. Comme c'est moi-même qui ai écrit ma propre biographie, c'est assez bon. Donc, tu es conséquent avec toi-même. Bon. Oui, alors moi, je m'appelle Guillaume Lenargan, j'ai 49 ans, j'ai 2 enfants, je suis marié. J'ai étudié en cinéma, j'ai fait mes études universitaires en cinéma à Concordia. J'étais très jeune, je suis sorti avec un bac en cinéma, j'avais 21 ans. Trop jeune, je n'avais pas assez vécu, fait que pendant quelques années ensuite, j'ai bourlingué à faire toutes sortes de métiers. Puis ensuite, je suis retourné à l'école en cinéma, j'ai fait l'INIS quand l'INIS a été créée la première année. Et je suis resté, à l'époque, c'était des longues formations et c'était comme une vraie école de cinéma. Ça ne veut pas dire que maintenant, ça ne l'est pas, mais ça l'est moins. À l'époque, moi, je suis resté 2 ans et demi à l'INIS. Et puis, j'ai fait un court-métrage, un moyen-métrage, j'avais fait plein de choses. Et puis, j'ai rencontré d'autres réalisateurs, d'autres scénaristes, mes profs. Puis, je suis sorti de là, j'avais 26-27 ans. Puis, à 27 ans, j'ai commencé à travailler comme réalisateur. Ça fait comme 20-22 ans que maintenant, je travaille. Et puis, j'ai eu plusieurs périodes, plusieurs vagues. Moi, j'ai connu Musique Plus quand il y avait des êtres humains là-bas. C'est-à-dire qu'on était 300 jeunes techniciens, réalisateurs, caméramans, monteurs, animateurs qui travaillaient là. C'était extraordinaire parce que c'était comme une espèce de fourmilière de talent. Puis il y a plein de réalisateurs avec qui sont mes collègues maintenant, des réalisateurs, des grands réalisateurs, des réalisateurs de cinéma, de télévision, de séries télé comme Raphaël Ouellette. On était en même temps à Musique Plus, puis on faisait des topos de box-office, puis on faisait des portraits de chanteurs, puis de voilà. Et puis, c'est ça. Et puis après ça, pendant des années, j'ai fait de la série documentaire après Musique Plus. Puis après ça, j'ai commencé à faire de la fiction jeunesse. Et puis, on m'a proposé une série vraiment drôle et vraiment un peu niaiseuse qui s'appelait Vrac la vie, que j'ai faite pendant 6 ans. Et j'ai fait 140 épisodes. Puis ça a été vraiment mon école
de la télévision, en fait, cette série-là. Puis je rencontre encore aujourd'hui des jeunes qui ont été marqués par cette série-là puis qui ont grandi avec cette série-là. Donc, c'était le fun. J'avais une énorme liberté. J'avais une carte blanche à faire cette série-là. Et puis en même temps, j'avais l'impression de faire quelque chose qui était. J'avais un plaisir incroyable à faire ça. En fait, quand je faisais avec la vie, j'avais l'impression que je ne comprenais pas pourquoi je gagnais ma vie à faire ça. Parce que c'était pas comme une vraie job. C'était juste avoir du fun. C'était vraiment extraordinaire. Maintenant, j'essaie de faire des choses un peu plus sérieuses. Voilà. Fait que, puis aujourd'hui, ben voilà, je suis arrivé à. Je fais autre chose. Et j'espère que tu as encore autant de liberté aujourd'hui, mais en tout cas, tes projets semblent tous assez audacieux, donc j'imagine que ce n'est pas un manque C'est de ce assez. côté-là. Oui, oui, c'est assez étonnant si vous pensez qu'on n'a pas. Moi, en général, si on peut faire une petite parenthèse, c'est rare que je parle de ça, mais en général, les gens ne comprennent pas ce que les réalisateurs font. Donc, j'ai une immense liberté. Et c'est vrai que vraiment que j'arrive le matin sur le tournage, si je ne suis pas là, personne ne va savoir ce qu'on fait. Et les gens ont un horaire là, qui vient d'une grille Excel, là, puis il y a des scènes de scénario, mais vraiment, s'il n'y a pas. Donc, oui, j'ai beaucoup de liberté. C'est assez extraordinaire. C'est sûr qu'il y a toujours un phénomène de validation puis de convaincre du monde pour. Comme dans Audrey Revenu, il y a vraiment quelque chose d'assez intense, c'est-à-dire qu'il y a un personnage qui n'est pas un humain, il y a un oiseau, il y a un homme-oiseau dans Audrey Revenu, puis ce personnage-là, pour le conceptualiser, ça a été vraiment long, parce que dans le scénario, c'était écrit la chose. Puis les scénaristes ne savaient pas vraiment qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec ça. Donc, le créer, le conceptualiser, ça a été tout un processus et ça a été assez formidable, mais j'ai eu une grande liberté là-dedans. Puis j'ai engagé des gens que je connaissais qui ne venaient absolument pas du monde du cinéma, mais qui venaient du cirque. Et puis, c'est eux qui ont créé le costume, le masque, et même l'acteur qui est à l'intérieur, c'est un acrobate, c'est un échassier du Cirque du Soleil. Donc, j'ai amené, moi, je connais un peu le Cirque du Soleil pour d'autres raisons dans ma vie. Donc, j'ai amené du monde que je connaissais, du monde du cirque dans la télé, puis sinon, il n'y aurait personne qui aurait pu faire ça ici. Voilà. Ça, c'est surprenant. Et donc, je prends une parenthèse, moi aussi, juste pour mentionner, des choses que j'aurais dû faire d'emblée, comme quoi je suis peut-être rouillé avec le retour en présentiel. Mais si vous avez des questions, parce que j'ai dit qu'on voulait des questions, vous pouvez les poser de différentes manières. Vous pouvez ouvrir votre caméra et lever la main physiquement. Vous pouvez lever une main virtuelle, poser votre question avec la caméra fermée. Et vous pouvez l'écrire également dans le chat, donc le dialogue. Et je vais lire, ou Cassandra, ou donc quelqu'un lira votre question et ce sera relayé à Guillaume. C'est super intéressant ce que tu viens de dire sur l'homme-oiseau parce que, donc, pour celles et ceux qui n'ont pas vu la série, ben, je vous encourage à le faire. Donc Audrey est revenue, mais c'est quand même. Donc, je comprends que tu as eu toute la liberté pour créer ce que tu voulais, que c'était défini comme la chose, mais il y a toute une symbolique autour de l'oiseau dans la série. Fait que finalement, c'est réellement un espace de liberté qui n'est pas seulement visuel, mais donc tu as pu ajouter par-ci par-là des éléments autour et ça fait partie prenante de la série. Et on imagine mal la série sans ça, parce que c'est une figure qui revient donc, très, très souvent quand même. Ben oui, mais c'était une des choses vraiment les plus audacieuses de la série. Puis j'étais très content parce que je trouvais déjà la série à ce moment-là, parce que moi, quand j'ai accepté souvent, quand j'accepte de faire une série, la série n'est pas toute écrite quand j'arrive dans le processus. Dans le cas d'Audrey Revenu, moi, j'ai eu le droit à lire les 3 ou 4 premiers scénarios seulement. Les autres n'étaient même pas écrits, ils étaient en train de se faire. Donc, c'est sûr que là, à partir du moment que j'arrive, là, ça commence à être un rapport de réalisateur-scénariste qui est très proche de celui du cinéma. Là. Donc là, les scénaristes sont contents de m'entendre parler de la série. De toute manière, eux m'ont choisi avec les producteurs pour réaliser la série. Et là, ils sont curieux d'entendre comment je vois les premiers épisodes, comment je les imagine, quels acteurs, comment je veux filmer, c'est quoi ça peut être vraiment plein de détails, les palettes de couleurs, là, il y a plein de choses que je parle généralement dans les premières rencontres. Puis là, ensuite, eux, ils continuent à écrire, mais là, ils me demandent mon opinion. Ils me disent, bon, ben là, on commence à penser qu'on veut avoir un espèce d'être étrange qui n'est pas humain. Puis on veut avoir un épisode qui est la moitié, c'est tous des rêves. Donc là, tout l'aspect onirique de la série qui allait rentrer. Donc là, j'ai commencé à penser à comment on pourrait le faire, comment on pourrait. Puis là, j'avais demandé au scénariste, dessinez-moi donc un dessin, parce que là, de la manière, vous ne le décrivez pas dans les scénarios.
Puis là, Florence Lompré, elle m'avait écrit elle m'avait dit, c'est comme le pingouin dans Batman, mais c'est pas, Mais en plus grand. c'est pas ça. Et moi, ce que j'imaginais pour ce personnage-là, c'est drôle, c'était les médecins pendant la peste bubonique, là, donc avec le long bec là, qui ressemble à Oui. des oiseaux avec le grand manteau noir. Et puis là, je leur ai dit ça. Puis là, ils ont fait Ah ouais! Puis là, en fait, j'ai commencé à regarder dans les vieilles. Là, c'est vraiment drôle parce que là, c'est comme un. Là, on se met à chercher plein d'iconographies d'hommes-oiseaux dans l'histoire de l'art. Puis là, j'ai comme commencé à voir des visages d'oiseaux tout osseux avec des grands manteaux. Puis là, finalement, j'ai engagé un concepteur de costumes du Cirque du Soleil qui s'appelle James Lavoie. Puis là, lui, j'ai envoyé toute ma recherche. Puis là, lui, il m'a fait un dessin, 2 dessins, 3 dessins, 6 dessins, 12. Ça a pris 3 mois. Puis là, au bout de 3 mois, on avait un concept que tout le monde était d'accord. Et là, ensuite, il fallait le fabriquer. Puis là, ça c'était vraiment extraordinaire. Et ensuite, ce qu'ils ont fait, les auteurs, c'est qu'ils ont réécrit le début du scénario, ils sont revenus en arrière. Et là, ils l'ont réintégré autrement, ils ont restructuré la série. Parce que si ça n'aurait pas fonctionné, peut-être qu'on l'aurait laissé tomber, puis peut-être qu'on ne l'aurait pas fait. Donc, à un moment donné, ça devient comme tous les départements deviennent partie prenante de la conceptualisation, puis de la scénarisation, puis de la réalisation. Et là, ça a comme un impact. C'est-à-dire que si ce personnage-là n'avait pas aussi bien fonctionné, peut-être qu'on l'aurait pas, on aurait réduit son apport ou on l'aurait fait différemment. En tout cas, et là, ça fonctionnait tellement bien, on était tellement content que là, on lui a donné davantage de temps à écran. Voilà. Hey, en passant, je voulais juste dire, prendre la balle au bon de Thomas, c'est-à-dire que si tout le monde, s'il y en a parmi vous qui veulent poser des questions dans le chat ou lever la main ou quoi que ce soit, j'aime beaucoup répondre à des questions, donc n'hésitez pas, ne soyez pas timide. Voilà. Tu en as déjà une, donc Mon Dieu. de Daphné à qui je donne la parole. Allô Thomas, allô Guillaume. Bonjour. Ma question, je suis une étudiante au baccalauréat en scénarisation à l'UDEM. Et d'après ce que j'ai compris en t'écoutant, tu as commencé ton premier projet de scénarisation-réalisation après clavier après tes études. Comment ça s'est présenté? Comme par exemple, pour quelqu'un qui sort de l'école avec, mettons comme moi, un bac en scénarisation, c'est quoi qu'il faut pour commencer à travailler dans le métier? Est-ce qu'il faut se bâtir un portfolio? Est-ce qu'il faut des contacts? Qu'est-ce que tu as fait, toi, dans ton cas? Écoute, moi, je suis allé à cogner à des portes. C'est-à-dire que moi, à l'époque, justement, j'ai commencé à travailler à Musique Plus en sortant de l'école. Mais à l'époque, je cherchais des réalisateurs. Puis comme c'était la télé des jeunes pour les jeunes, tous les jeunes réalisateurs, il y avait de la place, mettons, pour des jeunes réalisateurs en télévision. Et puis je pense qu'il y en a encore autant. Je pense, c'est juste qu'il n'y a peut-être pas. Il y a beaucoup de web-séries, il y a beaucoup de web. Il y a tellement de production, en fait, en ce moment que je pense qu'il n'y a pas un manque. Il y a de la place pour. Mais c'est sûr que c'est d'aller voir les boîtes. Ce que tu fais en ce moment à l'université, moi, c'est sûr que moi, ce que j'ai fait, c'est que quand j'étais à l'INIS ou quand j'étais à Concordia, j'ai fait des courts-métrages, j'ai fait des productions. Puis c'est avec ces productions-là, comme à l'INIS, j'ai fait un documentaire, j'ai fait un documentaire, un court-métrage, on a fait des petits exercices de reportage. C'est ça que j'ai montré pour avoir des jobs après. Donc, je me suis servi de ce que j'avais fait à l'école. Puis ça sert, c'est ça que Puis admettons que je suis un réalisateur qui voudrait faire que du long-métrage, je ferais la même chose. C'est-à-dire que je serais allé à l'université, j'aurais fait un court-métrage pour ensuite sortir de l'école puis essayer d'avoir des sous pour faire un autre court-métrage, mettons, à aller chercher de l'argent à la SODEC. Ce que j'ai fait quand je suis sorti de l'école aussi. En même temps que je travaillais à Musique Plus, j'ai fait des courts-métrages. J'en ai fait que j'ai payé de ma poche, puis j'en ai fait que j'ai eu du financement de la SODEC pour le faire. Donc, je faisais plusieurs choses en même temps parce que, je voulais gagner ma vie à faire ça. Je ne voulais pas faire un autre métier. Donc, je suis allé porter mon CV à des postes de télévision. Je suis allé porter mon CV à des producteurs de télévision. Puis, je leur ai montré ce que j'avais fait. Et en partant de ça, une chose en a amené une autre, en a amené une autre, en a amené une autre. C'est ce que tu fais présentement qui va t'aider à faire ton prochain projet. C'est toujours comme ça. C'est comme une chaîne. Puis, à un moment donné, puis aussi, les gens avec qui tu es à l'école en ce moment, à l'université, c'est aussi ceux que tu vas côtoyer. Ceux qui vont rester là-dedans, qui vont persister, là, qui vont avoir la persévérance de rester, c'est ceux-là que tu vas côtoyer, en fait, que tu vas continuer à côtoyer. Et les autres qui viennent
de d'autres milieux, de d'autres écoles que tu ne connais pas encore. Mais moi, maintenant, moi, j'ai 49 ans. Donc, maintenant, à mon âge, je connais tout le monde. Mais ce n'était pas mon cas. C'est-à-dire que même il y a 10 ans, j'étais encore, ouais. Mais maintenant, je connais tout le monde. Mais c'est parce que il y a des gens plus vieux que moi encore, là, mais je connais, là, je commence à être avant, j'étais toujours le plus jeune sur le plateau. Maintenant, je suis rendu comme le plus vieux. Bon, je suis dans les plus vieux. Mais pour les boîtes de production, chez les réseaux de télé, c'est tout du monde avec qui j'ai déjà travaillé. Parce que, à un moment donné, c'est un petit milieu au Québec. C'est-à-dire que même si on est quand même des milliers, mais c'est quand même peu. Fait que donc, je peux avoir comme donner un exemple hallucinant, là, quand j'étais étudiant, je travaillais chez Renaud-Bré. J'étais caissier chez Renaud-Bré. Pour ça, j'ai été libraire chez Renaud-Bré. Bon, bien, une des libraires qui était avec moi était la patronne de la fiction chez Bell jusqu'à l'année passée. Donc, c'est quelqu'un avec qui je vendais des livres, des disques quand j'avais 21, 22 ans, qui est devenue une des patronnes de la fiction chez Bell, qui s'occupe de financer donc des films, des séries. Fait que tu vois, c'est comme la vie est vraiment particulière. Puis dans ce milieu-là, c'est vraiment les relations que tu as avec les gens, puis ce que tu as fait qui compte le plus. Le diplôme, malheureusement, ne sert pas à grand-chose, à moins que tu veux travailler dans le milieu académique, à moins que tu veux devenir prof, à moins que tu veux faire des études supérieures. Mais voilà, c'est ça. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui. Ben, en gros, ça veut dire que ce serait plus de produire par toi-même des courts-métrages, des scénariser, des produire, puis par la suite, peut-être des envoyer à des boîtes de production, des producteurs et tout. Oui, exactement. Oui. Et est-ce que tu considères qu'il y a encore pas mal de possibilités d'emploi dans ces domaines-là, mettons, dans 5 ans, le temps que je finisse toutes les études? Ben oui. Il y en aura tout. Ben oui, voyons donc. Il y a des milliers de personnes au Québec qui gagnent leur vie dans le milieu du cinéma et de la télé et qui ont des maisons, des chalets, des autos, ils font des vacances. Je ne sais pas si tu t'imagines, il y a à peu près comme 35 postes de télé au Québec. On fait 35 longs métrages, à peu près comme 40 séries télé. Des centaines de publicités, des centaines de vidéoclips, etc., 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 etc. La production québécoise, elle est immense pour une aussi petite population, là. Je ne pense pas que des pays européens qui ont une population similaire à nous ont autant de production culturelle, en particulier audiovisuelle, qu'au Québec. C'est assez intense au Québec. Puis c'est à cause du fait que la télévision est en français, qu'on est des francophones et qu'on est des grands consommateurs de notre propre télévision. Ça, c'est un élément majeur. Puis, je pense que Puis aussi, l'autre chose, c'est que moi, je trouve que je peux être critique de la télévision québécoise, mais je la trouve aussi très bonne. Puis je trouve que par rapport aux moyens qu'on a, ce qu'on fait, c'est assez extraordinaire. Donc, si avec ce qu'on fait, avec les moyens qu'on a, on est capable de faire des séries qui sont diffusées à l'étranger, qui sont vendues à l'étranger, ça veut dire que même malgré tous les embûches qu'on a ici, on réussit à faire des trucs qui sont vraiment formidables. Mais oui, il y a de l'emploi, il y a de l'emploi, mais je te dirais qu'il y a une chose qu'il faudrait que tu arrêtes de te poser cette question-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu fasses ça parce que tu veux aller décrocher un emploi, là. Parce que des emplois, il y en a plein, mais il faut que tu le fasses parce que tu as vraiment envie de le faire puis parce que tu n'as vraiment pas le choix de faire ça. Parce que la compétition, elle va quand même être féroce parce que le monde qui vont persévérer là-dedans, c'est tous des gens qui, eux, ils veulent faire ça absolument. Moi, j'aurais pu arrêter il y a très longtemps, j'aurais pu me décourager, puis je ne me suis pas découragé. Puis finalement, je n'ai pas manqué d'argent, je n'ai pas manqué de rien, j'ai toujours gagné ma vie, j'ai toujours eu des jobs. Il y a eu des bouts où ça a été plus difficile parce qu'il y a des vagues, mais il y a eu des vagues aussi pour des très grands cinéastes. Fait que ce que je veux dire, c'est que c'est normal dans tous les corps de métier. Il faut que tu apprennes à vivre avec l'insécurité quand même si tu veux travailler dans ce milieu-là. Il faut que tu acceptes cette insécurité-là. Voilà. Ben, merci Daphné, merci Guillaume pour la réponse très détaillée qui encourage
d'apprécier ces années au bac et à l'université et aussi, donc, chose que je vous encourage évidemment à faire. Moi, donc, je pense que c'est les plus belles années aussi dans une vie, puis tant mieux si ça peut lancer pour une carrière et que ça fait que vous allez travailler en symbiose toute votre vie ensuite. Je reviendrai d'ailleurs là-dessus, sur cette... en fait, j'avais deux idées de questions, mais je vais aller sur celle-là, sur cette notion de symbiose entre les auteurs et le réalisateur, ou plutôt entre les scénaristes et le réalisateur, dont tu parlais plutôt avec l'exemple de La chose / l'homme-oiseau. Ça, c'est un projet, c'est comme un exemple heureux, finalement, donc de symbiose entre scénaristes et réalisateurs, avec Guillaume Lambert et Florence Lompré. Est-ce que c'est typique dans le monde de la télé, c'est-à-dire non pas que je cherche des chicanes ou quoi que ce soit, mais est-ce que c'est fréquent, ce genre de symbiose-là? Et est-ce que tu aurais d'autres exemples peut-être de cette co-construction d'une série, comme tu viens de le mentionner, pour Audrey? Non, je pense que ça arrive assez fréquemment. Je pense que ça. Ben, c'est sûr que il y a des. Non, mais je regarde les séries en ce moment, les séries qui sont intéressantes. Je regarde ma génération. Il y a beaucoup de. En télévision, c'est rare que c'est un réalisateur scénariste ou une réalisatrice scénariste. C'est-à-dire que souvent, il y a une équipe de réalisation et il y a une équipe de scénarisation et il y a un ou une réalisatrice ou réalisateur. Parce que c'est comme trop, c'est comme une trop grosse job d'écrire 10 heures et de réaliser 10 heures, ça prendrait trop de temps. Fait que souvent, il y a une division des tâches en télévision. Avant, on parlait presque uniquement des scénaristes en télévision. Maintenant, c'est en train de s'équilibrer. Ça, c'est un autre sujet, mais c'est sûr que les séries sont beaucoup plus visuelles, sont beaucoup plus cinématographiques. Pas toutes, mais certaines. Et donc là, les réalisateurs, ils ont un apport dans la série qui est importante. Mais oui, au Québec, ce qui est particulier au Québec, c'est que souvent, c'est le même réalisateur qui fait toute la série. Donc, l'apport, la collaboration entre les réalisateurs et les scénaristes, c'est super importante. Donc, oui, il y a beaucoup, beaucoup de cas similaires de réalisateurs scénaristes qui ont marqué et qui ont fait plusieurs projets. Moi, un exemple qui me vient à l'esprit, c'est Stéphane Bourguignon et Patrice Sauvé qui ont fait à l'époque la série La vie, qui, moi, a vraiment marqué plus ma génération. Donc, j'étais dans la jeune vingtaine, il me semble, quand ça a été fait. Mais c'était comme une série vraiment intéressante qui sortait des Sentiers battus à l'époque en télévision au Québec. Et donc, c'était Stéphane Bourguignon qui était l'auteur et c'était Patrice Sauvé le réalisateur. Et ensuite, ils ont fait une autre série. En tout cas, ils ont fait un autre projet ensemble qui s'appelait Tout sur moi, je pense. C'est-tu Patrice Sauvé qui a fait ça? En tout cas, ils ont retravaillé. Et là, en ce moment, ils font une série ensemble qui s'appelle Larry, qui vient d'être finie de tourner, qui va sortir à Radio-Canada cette année. Donc, ça a été comme un peu, cette série-là, c'était un peu, ça a lancé Stéphane Bourguignon et ça a lancé aussi Patrice Sauvé comme réalisateur. Donc, et je pense qu'ils étaient vraiment comme, il y a eu une espèce de symbiose créative qui s'était faite qui était vraiment intéressante. Jean-François Rivard et François Letourneau qui ont fait Série Noire, qui ont fait Les Invincibles, qui font C'est comme ça que je t'aime maintenant. Bon, ça, c'est assez extraordinaire. Cette trilogie-là, c'est une des meilleures trilogies de l'histoire de la télévision québécoise pour moi. C'est comme ça que je t'aime, la saison 1, c'était fabuleux. Série Noire aussi, la saison 1, c'était extraordinaire. J'étais moins fan des Invincibles, mais ça, c'est plus des questions personnelles. Mais je trouve que ça, c'est vraiment une relation réalisateur-scénariste qui est assez productive. Donc voilà, là, je vois qu'il y a plein de questions. Là, fait que là, ça m'a comme sorti de mon affaire. Mais voilà, moi, j'ai fait 2 projets avec Florence Lompré, puis 2 projets avec Guillaume Lambert. Puis, ben, c'est sûr que c'est quand on rencontre des scénaristes avec lesquels on a une bonne communication et aussi des points en commun personnels et créatifs. C'est vraiment extraordinaire. Donc, moi, juste donner un exemple, je réponds, je finis ça, puis ensuite, je peux répondre à d'autres questions. Je reviens à la question de Daphné qui vient de me poser. Donner un exemple, l'âge adulte, je n'ai pas fait la saison 1. L'âge adulte, j'ai vu la saison 1. Et moi, je me suis dit, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, de unique dans notre télévision. Je ne sais pas si le monde l'a vu, l'âge adulte. En tout cas, je trouve que moi, comme spectateur, je trouvais que c'était une web-série absolument fantastique, extraordinaire. Moi, j'ai dit, j'aurais aimé ça avoir fait ça. Et après la première année, j'apprends que le réalisateur quitte pour toutes sortes de raisons et qu'il cherche un réalisateur pour faire la saison 2. Mais moi, j'ai appelé les producteurs, j'ai fait campagne pour l'avoir. Puis finalement, c'est moi qui ai été pris
Et la raison qu'ils m'ont dit, c'est parce que c'était toi qui le voulais le plus. Fait que j'ai fait la saison 2, la saison 3. Donc, si je n'avais pas forcé le jeu, si je n'avais pas décroché le téléphone, si j'avais pas, je ne l'aurais pas fait. Donc, je n'aurais pas travaillé avec Guillaume et ensuite sur Audrey Revenu et ensuite avec lui comme acteur. Fait que là, ça fait comme 5 ans maintenant, je le connais, puis c'est un ami. Mais si je n'avais pas fait ça, ça ne serait pas arrivé. Donc, même à 40 et quelques années, il faut que je fasse encore ça et c'est normal. Et tous mes amis, même réalisateurs qui font carrière à Los Angeles ou whatever, ils font la même chose. Ils décrochent le téléphone et ils essaient de forcer les choses parce qu'ils ont le goût de travailler avec certains individus. Alors, voilà. Donc, est-ce que j'essaie de répondre à une question, Thomas? Ah, je peux même t'en lire. Merci pour tes réponses. Donc, je suis là pour ça. Hein. Donc, Isaline, dans le chat, donc, est-ce que vous avez des projets autres que ce que vous faites d'habitude? Est-ce que ça vous intéresserait de vous essayer à quelque chose que vous n'avez jamais fait? Et je peux même rebondir là-dessus. À l'époque, en 2015, tu avais dit à l'OCQ, donc la première fois que tu étais venu, prendre des risques, c'est une valeur qui dicte mes choix. Donc, Ah non, mais merci de ta question, Isaline. Alors oui, alors moi, j'essaie de faire toujours des projets différents, justement. Parce que bon, là, Vrac la vie, je l'ai fait pendant 5 ans, mais bon, là, c'était quand même une période où j'avais besoin de gagner ma vie. Et puis, mais Vrac la vie, c'était un peu tout le temps différent. C'était ça qui était assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je faisais un épisode, j'avais l'impression de faire un prototype. Mais maintenant, je suis dans une période où là, je fais toujours un nouveau projet, un nouveau projet, un nouveau projet. Et j'aime assez ça. En fait, ça brise pour moi la monotonie qui pourrait s'installer si je faisais le même projet trop longtemps. Et, j'aime ça, essayer de faire quelque chose de différent à chaque fois. Et j'aime ça aussi, essayer un style visuel différent. J'aime ça rentrer dans un ton ou dans un univers qui est différent. C'est vraiment un de mes buts. Et c'est pour ça souvent que justement, je fais encore, même encore aujourd'hui, je peux encore approcher quelqu'un qui ne me connaît pas parce que je veux faire tel type de projet parce que justement, je ne l'ai pas fait. Donc, j'aimerais ça faire. Là, ce que je veux faire là, en ce moment, j'aimerais ça faire une série de science-fiction. C'est ça que j'ai envie de faire le plus. Là. Si quelqu'un, un scénariste québécois, m'enverrait un projet de science-fiction, j'aimerais ça. J'aimerais ça essayer de faire une série de science-fiction au Québec avec. Moi, je pense qu'on peut le faire avec nos moyens. C'est sûr que ça va être une science-fiction, pour que ce soit une science-fiction accessible, c'est-à-dire sociale, plus comme Ex Machina ou comme Gattaca, mais mettons. Ça, c'est un film, Gattaca, puis Ex Machina aussi. Une science-fiction comme ça, c'est accessible, on pourrait faire ça au Québec. C'est juste une question de DA, c'est une question de choix de lieu, puis tout ça, puis on pourrait le faire avec nos moyens. Puis là, en ce moment, j'ai commencé à être scénariste. Alors là, j'ai écrit, depuis 3-4 ans, j'ai écrit un film sur la vie de Gilles Villeneuve, le pilote de Formule 1. Mais ce n'est pas moi qui va le réaliser, c'est un autre réalisateur. Et là, on est en train de. On a l'accord de la famille. Fait que là, on a une partie du financement, mais on n'a pas tout. Donc là aussi, c'était de me mettre en danger. C'est-à-dire que quelqu'un m'a demandé est-ce que tu voudrais écrire ce film-là? Parce que moi, je ne peux pas l'écrire, je n'ai pas le temps. J'ai accepté. Donc là, pendant 8 mois, je me suis enfermé chez moi à écrire un scénario. Puis j'avais vraiment jamais été scénariste, à part pour des projets de scénario pas bons que j'avais écrits quand j'avais 25 ans. Donc, j'ai dû comme réapprendre à être. Fait que donc, bref, j'essaye de faire des choses différentes à chaque fois. Puis c'est la beauté de mon métier, de pouvoir faire ça. Voilà. Merci. Et c'est ce qui te garde occupé, comme on disait, que tu travailles pas mal tout le temps. Gabriel, dans le chat, demande est-ce que le fait d'avoir étudié en cinéma serait un désavantage vis-à-vis des étudiants de télévision si on se cherche du travail en télé? Est-ce qu'il y aurait deux réseaux différents ou ça se connecte assez rapidement? Non, ça se connecte. Moi, je viens d'une culture quand même de cinéphile. Moi, je suis à la base, je suis un cinéphile. J'étais vraiment même un cinéphile assez typique. J'allais voir 4 films par semaine au cinéma. Je lisais les magazines de cinéma. J'étais vraiment pris sur le cinéma, mais la télévision n'était pas aussi florissante quand moi j'étais jeune que maintenant. Maintenant, je pense que j'irai dans les deux. Je m'intéresserai aux deux également. Je pense que en ce moment, ce qui se passe en télé, en cinéma, ça se mélange beaucoup.
J'aime encore le cinéma pur. J'aime beaucoup, j'essaie de regarder le plus de longs métrages que je peux. Mais évidemment, les séries télé ont pris beaucoup de place. Je pense que ça se mélange. Au niveau du travail, ça se mélange aussi. Mais c'est sûr qu'au Québec, produire des films, c'est plus difficile, c'est plus long. Puis c'est un processus sur lequel on n'a pas le contrôle. Ça peut prendre des années à monter un projet de film. Donc, moi, comme j'aime ça tourner puis j'aime ça travailler, ben, la télévision me permet de tourner à l'année, ce que je trouve. Mais je ne pense pas que ça peut desservir quelqu'un qui fait des études en cinéma puis qui fait un court-métrage, qui va se servir de ce court-métrage-là pour avoir une job, pour faire une web série ou faire une série télé. C'est parfait, ça fonctionne. L'important, c'est d'avoir fait un bon court-métrage puis d'avoir quelque chose à montrer à des producteurs. Si je peux rebondir là-dessus, merci. Par rapport aux revenants, donc à l'époque, tu disais, pour moi, ce n'est pas de la télé, c'est du cinéma. Et là, on vient encore d'entendre un peu cette idée-là, mais est-ce que finalement, je pose la question un peu, je me fais un peu de l'avocat du diable de la télé, mais est-ce qu'en 2022, finalement, c'est pas. Est-ce que cette distinction-là tient toujours, considérant que la télé, finalement, est peut-être même plus audacieuse que le cinéma dans ses modes de narration et dans les expériences qu'elle propose? Et est-ce que finalement, parce qu'on comprend tous et toutes ce que tu veux dire, mais ça donne un peu l'impression que le cinéma serait plus quelque chose que la télé. Et si c'est le cas, ce serait quoi? Et comment vivre cette opposition-là ou cette complémentarité-là en 2022 de cinéma-télé? Je sais pas, je trouve que ça. En tout cas, je vois pas. Moi, je fais de moins en moins la distinction, en C'est fait. ça. C'est ça que je. C'est ce que je t'ai dit un peu déjà, c'est-à-dire que moi, quand j'étais jeune, un des films qui m'a le plus marqué dans ma vie, c'est Fanny Alexandre de Ingmar Bergman. C'est un film de 1982-83, je me rappelle. Mais même Bergman, qui est un des plus grands cinéastes du 20e siècle, faisait des films qui étaient aussi des séries télé dans les années 80. Donc, Fanny Alexandre, il y avait une série de 8 heures. C'était fait pour la télévision suédoise, puis ça avait passé dans toutes les télévisions du monde entier. Et c'était aussi un film de 3h30 pour les salles. Moi, si Bergman est à l'aise avec ça, je ne vois pas pourquoi moi, je ne le serais pas. Non, mais c'était ça pour Fanny Alexandre, c'était ça pour un autre film qu'il a fait qui s'appelait Scène de la vie conjugale. Ici, Gilles Carle a fait le film Les Ploufs, qui est aussi un film qui m'a beaucoup marqué dans les années 80. C'était une série télé et c'était un long métrage. Donc, déjà, quand même, cette idée-là que la télévision pouvait être. Moi, je le vois plus comme un mode de diffusion ou un format. C'est-à-dire que maintenant, en télévision, la série télé, vu qu'on est dans une sorte d'âge d'or de série télé depuis à peu près une quinzaine d'années, avec tout ce qui se fait en Europe, ce qui se fait aux États-Unis avec HBO, Netflix and Company, ben, ça fait que maintenant, pour moi, on peut faire des films de 10 heures. On peut faire des films de 20 heures. On peut faire des films, on peut faire des web-séries qui sont comme le court-métrage, dans le fond, qui sont comme le court-métrage quand moi j'étais jeune. C'est-à-dire que maintenant, tu fais une web-série de 8 épisodes de 12 minutes, puis il n'y a pas de durée de temps dans ces formats-là, dans les plateformes duquel c'est diffusé. Il y a pas de. Donc, ça, c'est assez fort créativement de dire qu'on peut adapter maintenant des romans puis faire une série de 10 heures avec. Et ne pas être pris dans le carcan de faire un film d'absolument à peu près entre 1h30 et 3 heures parce que les salles de cinéma n'aiment pas les trop longs films, etc. Je trouve que ça a ouvert des possibilités créatives, ce qui se passe depuis 10-15 ans en télévision. Mais là, on dit télévision, mais c'est parce que c'est un mot, ça c'est juste un mot. C'est un mot qui, dans le fond, ne veut pas dire grand-chose. C'est-à-dire que ça a commencé comme la série télé, mais là, c'est en train de devenir comme. Maintenant, c'est plus tant. C'est à la télé, mais c'est sur des plateformes. Mais ces plateformes-là, ils produisent aussi des longs métrages pour les salles, qui ne passent pas dans les salles, qui passent sur leur plateforme. Je veux dire, les films de premier plan, le film qui avait le plus de nominations aux Oscars il y a 2-3 ans, c'était Roma d'Alfonso Cuarón, c'était sur Netflix. Irishman, Martin Scorsese, c'était sur Netflix. Power of the Dog cette année, Jane Campion, c'est sur Netflix. C'est-à-dire que Power of the Dog n'est absolument pas un film à regarder sur une télévision. Là. On s'entend que c'est un film à regarder sur un grand écran. Mais cette année, je ne peux pas le voir sur un grand écran. Roma, je l'ai vu sur un grand écran parce que j'ai voulu regarder sur un grand écran. Donc, il a joué une fois à l'Impérial à Montréal, je suis allé le voir. Puis Irishman, je suis allé voir au cinéma parce que je me disais, je ne vais pas voir un film de Martin Scorsese pour la première fois à la télévision. Mais bon.
Fait que voilà. Mais là, je trouve que c'est comme une espèce de distinction qui est de moins en moins. Et bien évidemment, moi, j'aime encore le cinéma. J'ai encore cette espèce d'amour romantique de l'art. Mais maintenant, le cinéma, c'est l'art et c'est les gros blockbusters. Mais on dirait que dans le milieu, il y en a encore. Mais la télé a comme ramassé aussi beaucoup, beaucoup des réalisateurs et des scénaristes qui auraient peut-être autrement fait des films, mais qui maintenant sont dans la télévision. Et il y a plein de grands réalisateurs comme David Fincher, comme Jean-Marc Vallée, comme plein d'autres qu'on peut nommer, qui ont dévié de leur carrière, puis qui font maintenant des longs métrages sur les plateformes ou des séries télé sur les plateformes. Fait que là, c'est en train de se mélanger. Mais ce qu'ils font, en fait, ils font du cinéma. Leur métier, c'est la même chose. C'est des acteurs, c'est une caméra. C'est le même langage cinématographique. C'est juste que le format et la manière de le diffuser n'est pas la même. Voilà. Donc, tu amènes des nuances. Donc, ce n'est pas juste un bloc cinéma et un bloc télé. Il y a quand même plein de, encore une fois, donc, de chemins de traverse. C'est comme un grand intermédiaire. C'est une notion qui est développée par un professeur à l'Université de Montréal, André Gaudreault et Philippe Marion aussi. Donc, c'est un des enjeux, justement, des études qu'on fait au baccalauréat et donc des cours et des séminaires qu'on donne. Et donc, quelqu'un comme Martha pourrait sans doute aussi rebondir là-dessus. Je pense qu'il y a d'autres questions dans le chat, mais Martha, en fait, sûrement que je pourrais te donner la parole et tu pourrais rebondir sur quelque chose. Merci. J'ai effectivement une question concernant la forme. Si on revient à Audrey, est-ce que c'est quelque chose qui aurait pu être en film ou bien est-ce qu'il y a une spécificité sérielle ou un avantage du fait que ce soit une série? Sachant que les épisodes d'Audrey, pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, c'est des 22-23 minutes. Donc, les épisodes, ce n'est pas donc, des épisodes d'1 heure. Donc, c'est un format quand même assez court. Ça aurait pu être, surtout que ça va être seulement... là, mettons Audrey revenu, l'idée, c'était peut-être de faire... Comme là, on a eu, pendant qu'on tournait, on nous a offert de faire une saison 2, puis finalement, on n'en fera pas. Donc, ce qu'on avait peut-être l'envie de faire, c'est faire un autre personnage est revenu. Robert est revenu, ou un autre... On voulait faire une collection avec ça, en se disant que c'est toujours un personnage qui revient d'un traumatisme ou d'un accident ou d'une expérience traumatisante et qui doit revenir comme à la vie, mais qui n'est plus le même. Et c'était ça l'idée avec Guillaume et Florence qu'eux voulaient explorer. Puis moi, je trouvais que c'était vraiment la meilleure idée. Parce finalement, quand on a fini la série, on a l'impression que c'était la fin de l'histoire, qu'on avait fait l'histoire en 10 parties et qu'on était arrivé un peu à la fin de ça, puis qu'on n'avait plus grand-chose à dire là-dessus, qu'on avait dit essentiellement ce qu'on voulait dire. Fait que le diffuseur a fait « Ah bon, si jamais vous voulez continuer ça, vous nous le direz. » Donc, voilà. Donc, c'est sûr qu'au point de départ, moi, je pensais que ça allait durer 3 ans, cette série-là. Finalement, ça va être juste ça, puis c'est par choix, parce que sinon, le diffuseur aurait aimé ça qu'on continue. Donc, mais ça aurait pu être une idée de film, effectivement, Martha. Je ne sais pas si c'est... je ne sais pas... ça aurait pu être une idée de film. En ce moment, c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des idées de films et quand ça ne fonctionne pas, ils font une série télé avec. Il y a ça. Il y a plusieurs cas comme ça en ce moment de projets qui sont ou qui commencent comme des séries, qui deviennent un film. En tout cas, il y a beaucoup ça. Dans les projets en développement en ce moment, là, c'est assez drôle. Il y a une espèce de mix, de mélange qui se fait. Mais Audrey aurait pu être un long métrage, mais le fait de le faire en 10 parties, c'est quand même intéressant. Ça nous permet comme la structure chapitrale, je trouve ça intéressant. Je trouve que ça nous ouvre des possibilités et scénaristiques, puis formelles même. Parce que tout d'un coup, avec un autre épisode, je peux explorer carrément autre chose et changer la mise en scène, changer la manière de... Tu sais, il y a vraiment des épisodes... En fait, dans les épisodes d'Audrey Revenu sont assez différents et c'était ça qui était exigeant aussi quand je la faisais, quand je la montais, quand je la tournais, c'est que chaque étape était... Il y avait toujours un ellipse dans l'évolution du personnage principal, c'est-à-dire qu'Audrey était de plus en plus... Elle était de plus en plus capable de parler, de bouger, et on s'est fait 110 étapes. Dans un film, ça aurait été comme difficile de faire cette distinction des étapes, alors que là, avec les épisodes, avec les chapitres, on dirait que je pouvais plus le faire, et on pouvait faire, mettons, comme l'épisode 3, qui n'est qu'un épisode de jeunesse. Donc là, au lieu de faire il aurait fallu
faire fonctionner comme un long flashback. Mais alors là, comme c'est un épisode au complet qui n'est que ça, ben, ça devient une entité, ça devient une parenthèse. On dirait que dans ces structures-là plus chapitrales, on peut faire des espèces de parenthèses comme ça. Le spectateur l'accepte plus. Puis moi, je pense aux séries qui, moi, m'ont marqué, comme mettons une série qui m'a vraiment beaucoup marqué, c'est Les Sopranos. Puis dans Les Sopranos, il y a un épisode vraiment étrange qui est un rêve dans une chambre d'hôtel, au Plaza Hotel. Tony Soprano, il va dans une chambre d'hôtel et là, il est comme dans sa tête. Ça ressemble quasiment à 8,5 de Fellini. Là, ça devient comme un rêve bien abstrait. Mais cet épisode-là, il m'a marqué, mais il ne ressemble pas du tout au restant de la série. Je pense que cette structure-là d'épisodes dans chapitres donne une grande, grande liberté formelle puis scénaristique qui peut donner des choses vraiment audacieuses, qui est plus difficile à faire passer au cinéma parfois. Oui. Mais que tu aimes dans un film comme Kill Bill, si je ne me trompe pas. Oui, mais Kill Bill, c'est une collection de courts-métrages avec des titres. Donc, c'est une structure chapitrale. Puis un des trucs que Tarantino avait déjà dit sur Kill Bill, c'est que s'il ne l'avait pas fait comme ça, il y aurait plein de trucs qui n'auraient pas fonctionné puis qui auraient dû faire sauter parce que on dirait que, tu sais, comme François Truffaut, il dit, là, tu sais, le film, c'est un train, ça fonce dans la nuit, puis c'est comme, il ne faut pas que ça... Puis là, tout d'un coup, s'il y a un paquet d'affaires qui sont complètement gratuites ou qui ne font pas avancer l'histoire, qui ne servent pas au personnage ou quoi que ce soit, mais qui sont des espèces de petits à côté, de petites parenthèses, ça rend le film, ça affaiblit souvent un film qui doit fonctionner comme un tout qui est rond. En tout cas, c'est sûr que moi, j'aime beaucoup le cinéma où parfois il y a des choses complètement inutiles. J'aime bien ça. Mais les spectateurs répondent moins. Alors qu'en télévision, quand il y a plein de petits à côté puis plein de parenthèses comme ça, des fois, c'est ça qui font la petite personnalité puis les petites choses qu'on aime. Puis c'est pas tant de films que ça qui se permettent de faire ça. Voilà. Et la durée n'étant pas la même aussi, donc ça se vit de manière différente et ça se reçoit de manière différente. Et c'est dur de recréer cet effet-là dans un bloc de 90 minutes ou de 120 minutes. Oui, exactement. Je remonte un peu dans les questions du chat parce que donc, les gens commencent à jaser et on va essayer de rattraper tout ça parce que le but, c'est quand même que les étudiantes, les étudiants et que... Donc d'ailleurs, c'est pas seulement, j'y pense, les étudiantes et les étudiants. Les rencontres de l'OCQ sont ouvertes au public, là, donc ça peut être tout le monde. Mais Rosalie, il y a longtemps, a écrit la série L'effet secondaire a un style documentaire assez prononcé. Ayant travaillé sur des séries documentaires dans le passé, comment est-ce similaire et différent dans le processus de création quand ce style est transposé en fiction, comme dans L'effet secondaire? Ben, c'est une très bonne question. Merci, Rosalie. Ben oui, effectivement, L'effet secondaire, ce qui est formidable, en fait, c'est la raison pour laquelle je voulais faire cette série-là, c'est parce que c'est tourné comme un faux documentaire. Donc, il fallait qu'à chaque fois, que chaque scène ait pu être faite avec une caméra à l'épaule, en plan séquence, comme si le caméraman ne savait pas ce qui allait arriver. Et donc, une des règles, fait que là, ce qui est le fun quand je faisais l'effet secondaire, c'est qu'on se donnait des espèces de règles de réalisation. Un peu comme Dogma, là. C'est-à-dire que, alors là, les règles, c'était il n'y a pas de champ contre champ. Le caméraman ne sait pas qui va parler. Donc, il fallait que, comme moi, ce que je faisais, c'est que je regardais le moniteur, puis je disais au caméraman, il faut toujours que tu sois en retard. C'est que les acteurs vont faire l'action et toi, tu es un corps indépendant et tu dois essayer de t'immiscer dans la situation et tu ne sais pas ce qui va se passer et il faut toujours que tu sois en retard un peu. Donc, il y a beaucoup d'acteurs qui vont dire des phrases et ils ne seront pas nécessairement à l'écran parce qu'on va les entendre et là, le caméraman va se tourner par accident ou en retard. Fait que ça, c'était mon modus operandi sur l'effet secondaire. Et c'était drôle. Alors, j'ai fait ça chaque été depuis 3 ans, l'effet secondaire, pendant à peu près comme 20 jours. Puis c'était comme de revenir à la base. OK, là, j'avais une petite équipe, on était 6 techniciens. Il y avait des fois 30 acteurs, mais il y avait 6 techniciens. On n'éclairait pas. On mettait juste des petits bounces là, ou des petits flags, là, mais il n'y avait pas de lumière. On tournait seulement avec la lumière naturelle. On était toujours de jour. Donc, tout ce qu'on a fait, en fait, comme éclairage, c'est qu'on a changé les néons dans l'école où on tournait. Mais sinon, fait que j'avais comme un caméraman, un assistant, quelqu'un qui met des bounces. J'avais un perchiste, puis un preneur de son, puis il y avait quelqu'un qui amenait des livres, puis des sacs d'école, etc.
Donc, c'était assez formidable. Fait que là, mettons, je venais de faire M'entends-tu? Puis là, on était comme 70 sur le plateau de tournage. Puis après ça, j'ai fait la secondaire, puis on était 8 techniciens sur le tournage. Puis ça me ramenait à la base. Fait que oui, ça ressemble à comme quand tu fais un documentaire, des fois, tu es juste 3 personnes ou 4 personnes. J'ai même fait des documentaires où j'étais tout seul. Je mettais un micro sans fil sur la personne, c'est moi-même qui faisais la caméra, puis là, je suivais la POC. Ça, c'est extraordinaire, le documentaire, l'espace de liberté que tu as. Et c'est le fun de tourner une série de fiction dans la même manière. C'est-à-dire que c'est sûr que tout est écrit, mais il y a un moyen de rendre ça vraiment, vraiment proche d'un style de documentaire. Puis j'aimerais ça tourner d'autres séries dans ce même style-là. Puis c'était exactement comme ça que les dogmas que Festen de Thomas Winterberg s'était fait. Puis c'est un film qui m'a vraiment... Moi, ce mouvement-là, Dogma, ça m'avait vraiment marqué. J'avais trouvé ça formidable. Je ne sais pas si je ferais ça toute ma vie. Puis ces réalisateurs-là non plus n'ont pas fait ça pour toute leur vie, mais ils ont fait certains films dans ce style-là. Je trouvais ça assez extraordinaire que des réalisateurs, en même temps, se disent hey, on va dépouiller, on va enlever les effets, on va essayer de faire des films dans le plus simplement possible, avec le moins d'artillerie, d'équipement, tout ça. Puis ça crée ça. Voilà. Et la télé qui est déjà un monde de contraintes, tu rajoutes des contraintes supplémentaires. Oui, mais les contraintes, c'est toujours ce qui nous permet d'être... c'est formidable, les contraintes. Ça, c'est sûr que... Oui, j'adore avoir de la liberté, j'adore avoir les cartes blanches, mais il faut des contraintes, c'est normal. Et c'est assez extraordinaire, les contraintes. Parce que ce qui est formidable avec les contraintes, c'est qu'il faut les contourner. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, ça nous force à être créatifs, les contraintes. Luna, dans le chat, donc demande, est-ce qu'il y a une série que tu aurais rêvé de réaliser, sachant que tu as mentionné quand même plusieurs séries, tu parles aussi donc beaucoup des films que tu as vus, dont tu es très cinéphile, tu es très téléphile. Je ne sais pas si j'invente le mot, mais est-ce qu'il y a une saison ou une série que tu t'es dit, ah, ça, j'aurais tellement aimé donc, oui, pour le faire? oui, il y en a. Il y en a plusieurs, mais c'est sûr que pour moi, une des plus grandes séries qui s'est jamais faite, c'est une série qui s'appelle The Wire, qui a été faite sur HBO. The Wire, c'est l'histoire, c'est 5 saisons. Un peu, c'est une chronique sur une ville aux États-Unis qui s'appelle, c'est Baltimore, la ville. Puis l'idée, c'est que ce que je trouve assez extraordinaire avec The Wire, c'est que quand ça commence, c'est vraiment plate. Et il faut survivre aux premiers épisodes. Et souvent, j'ai des amis qui ne sont pas capables de survivre aux 3 premiers épisodes. Bon. Et l'idée, c'est que The Wire, là, c'est extraordinaire. C'est un truc unique dans l'histoire de la télévision pour moi. L'idée, c'est qu'une fois que tu as écouté la saison 1, qui est une saison, en fait, qui relate des enquêteurs de police qui essaient d'attraper des gangs de trafiquants de drogue à Baltimore. Donc, on a déjà vu dans maintes et maintes séries, maintes et maintes films. C'est un sujet un peu... c'est pas nécessairement le sujet le plus audacieux du monde. Si tu survis à ça, là, tu tombes dans la saison 2. Et là, dans la saison 2, tu continues à voir les policiers et les gangs de trafiquants de drogue à Baltimore. Et tu découvres les débardeurs au port de Baltimore. Et là, tu découvres une nouvelle strate de cette ville-là. Puis tu découvres une nouvelle strate de personnages. Et là, dans la saison 3, là, tu découvres un autre parti là, je pense que c'était la saison 3, je ne me rappelais plus, c'était la politique. Là, c'était la politique de Baltimore. Donc, tous les politiciens, le maire, tout ça. Saison 4, c'était... les écoles puis les médias aussi. Oui, c'était les écoles. Et la saison 5, c'était les médias. Donc, à chaque saison, il y avait un nouveau milieu qui se rajoutait à la même histoire. Et l'histoire a un début et une fin. Commence au premier épisode de la saison 1 et se termine vraiment au dernier épisode de la saison 5, comme si c'était une finalité. Et toutes les intrigues ont une finalité, comme si ça avait été écrit, pensé comme une vaste chronique. Moi, j'avais l'impression de voir Victor Hugo. J'avais l'impression de voir Les Misérables. J'avais l'impression que c'est quelque chose de tellement grand. C'est vraiment la vie aujourd'hui dans une grande ville nord-américaine. C'est comme une vraie chronique avec 65 personnages, plein de milieux décrits. J'ai bouffé cette série-là. J'en revenais pas que ça existe. Je trouvais ça extraordinaire. Mais c'est quand même très classique, The Wire. Pas comment c'est écrit, comment c'est fait. Les acteurs sont formidables. Je ne l'ai pas revu depuis ce temps-là, mais c'est vraiment une série qui m'a marqué. Puis je trouve que... Mais tu vois, c'est pas... J'aurais aimé ça la réaliser, mais c'est vraiment la grande force de cette série-là. Ce sont les scénarios et les acteurs.
Mais sinon, en ce moment, la série qui serait un peu, pour moi, la série la plus extraordinaire au niveau formel, c'est Euphoria, qui est extraordinaire. J'attends d'écouter la saison 2 parce que ça va me faire trop de peine quand je vais l'avoir terminée. Mais j'ai écouté le premier épisode de la saison 2, puis j'ai encore des images qui me restent dans la tête. Et c'est la série probablement la plus audacieuse visuellement qui a été faite dans les dernières années. La saison 1 est extraordinaire. Je ne comprends même pas encore comment ça fait que ça existe, cette série-là. Complètement d'accord avec toi. Non, mais c'est ça, ça n'a pas d'allure. Fait que je vous conseille vraiment de regarder Euphoria, surtout des étudiants en cinéma ou en télévision en ce moment. Il faut regarder ça parce que c'est audacieux, c'est tellement risqué, ça va tellement loin, ça parle de plein de sujets qui sont tellement importants en ce moment. Puis visuellement, c'est tellement riche, c'est tellement. Ah non, je suis vraiment très impressionné de cette série. Et puis, Euphoria, la saison 1, c'est 10 épisodes, mais il y a aussi 2 épisodes qui sont des espèces d'exercices, c'est comme des compléments. C'est une scène. Ces 2 épisodes-là sont que des dialogues, c'est que des personnages assis avec. Bon, je vous dis, moi, j'ai eu plus de difficultés avec ces 2 épisodes-là. Je trouve ça intéressant comme idée, mais c'est vraiment les 10 épisodes de l'histoire qu'il faut vraiment que vous écoutiez, puis la saison 2 qui vient de commencer. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est très cinématographique, c'est même tourné en pellicule. C'est-à-dire que la saison 2 là, est tournée en Super 16 avec une caméra film. Donc, c'est vraiment du cinéma à la télé, là vraiment. Là. Puis, je trouvais ça intéressant parce que j'ai lu un article hier disant que la saison 2 d'Euphoria, ils ont eu plein de problèmes parce que le réalisateur arrive le matin, il ne sait pas ce qu'il fait. Il arrive le matin sur le tournage, il n'a pas de découpage, il n'y a pas de storyboard, il n'y a pas de shotlist. C'est-à-dire qu'il travaille avec ce qu'il voit sur le plateau. Évidemment, ils ont décidé, on va avoir le décor, ils vont être habillés comme ça, on fait un horaire de tournage, mais quand il arrive le matin, il va continuer à créer. Et il écrit et réalise. Lui, ça, c'est un cas. Donc, ça veut dire que toute la journée de tournage, il est en mode création et tout change constamment. C'est extraordinaire. C'est pour ça que cette série-là est si extraordinaire que ça, mais c'est probablement pour ça qu'il y a eu plein de retard, parce que lui, c'est comme négocier un espace de liberté tellement grand qu'il s'en fout. Si la journée qui devait durer 10 heures en dure 14 ou 15, il s'en fout. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que cette série-là est assez extraordinaire. Voilà. Puis sinon, l'autre série que j'aimerais beaucoup faire, c'est la série Succession, parce que c'est juste que c'est trop. Parce que ça aussi, ça se passe dans le milieu de la finance à New York, mais c'est tourné à l'épaule, puis c'est des acteurs extraordinaires. Mais moi, Succession, j'aime tout de Succession. J'aimerais ça faire quelque chose comme ça au Québec. Voilà. Merci. Ce qui revient vraiment souvent dans ton discours, c'est donc l'audace, c'est la liberté. Puis encore une fois, on voit comment, même, donc tu parles de Wire, comment c'est quelque chose qui n'est que possible par la forme sérielle, par la télévision, et comment on ne pourrait pas du tout atteindre cette espèce de souffle-là au cinéma. Et donc, ça montre, oui, certes, quelque chose comme Euphoria peut être cinématographique sur le plan visuel, mais le souffle, et en effet, donc le souffle de Wire tourne plus du côté du romanesque, et même, ça vient donner son sens à l'idée de romanesque aujourd'hui, en 2022 ou en 2008 à l'époque. Oui, The Wire, c'est comme une chronique romanesque. C'est comme les grands romans. C'est comme une grande fresque balsacienne ou c'est comme un roman de 1000 pages. C'est ça, The Wire. C'est comme un grand roman de 1000 pages. Puis on le voit en 5 années en 50 heures. Voilà, c'est un film de 50 heures. C'est ça. Moi, ce que j'avais aimé aussi dans The Wire, mais je ne prendrai pas trop de temps à dire mes impressions à moi, mais je me souviens, il y avait une scène. Donc, comment il s'appelle l'acteur? C'est Dominique West là, qui joue le. Ouais, c'est ça. Il y a une scène avec ses enfants parce qu'il est présenté un peu comme un mauvais père et tout. Puis il y a une soirée où il prend de l'alcool, puis ça va juste faire un tour en bagnole et il laisse ses enfants tout seuls qui sont trop jeunes pour être seuls à la maison. Et il n'y a juste pas de follow-up là-dessus. Il n'y a comme jamais de conséquences. C'est juste une scène qu'ils ont montrée. Et ça aurait pu amener un développement narratif X ou Y. Donc, les enfants, ils se sont fait mal, ils ont trébuché, quelqu'un est rentré ou il y a eu un accident. Puis je pense qu'il ne s'est juste rien passé. Et même, c'est donc une fresque extrêmement ambitieuse qui dit quelque chose sur le social, mais ça se permet ces espèces de
comme on dit en anglais, donc de loose ends, donc de fils qui pendent, qui sont en effet propres au romanesque, de juste présenter quelque chose et de même pas le boucler ensuite, juste de laisser ça traîner. Et ce qui est encore une fois une force de la narration sérielle. Oui, mais en fait, c'est vrai que ça nous sert à quelque chose pour le personnage au moment où ça arrive. C'est-à-dire que moi, je pourrais partir ce soir dans la vie, là, puis de laisser mes enfants, puis aller me promener en char parce que je suis triste, puis je suis déprimé. Puis ça se peut aussi qu'il n'y ait pas de conséquences à mon geste. Je reviens de chez nous, puis mes filles ont juste écouté la télé, puis ils m'ont attendu, puis finalement, c'est correct. Mais dans un film, ça ne passerait pas, parce qu'on se dirait, mais non, il va se passer quelque chose suite à ça. Mais là, dans The Wire, ça ne sert à rien d'autre que passer ce moment-là avec le personnage. D'où le réalisme de la narration Exactement, télévisuelle ou c'est ça. sérielle. Et Ouais. quoi que ce soit, il t'arriverait sûrement quelque chose avec le verglas, mais ça, c'est juste spécifique à la Oui, soirée. c'est Donc, ça. partir en voiture. Et Voilà. on conseille à personne de prendre sa bagnole et de boire de l'alcool, évidemment. On parle de quelque chose dans une série. Si je peux rebondir sur Audrey, parce qu'on parle beaucoup d'audace, on parle de liberté, on parle de prendre des risques. Et sur la réception d'Audrey est revenue, puis j'ai une citation d'Hugo Dumas que je prends un peu au hasard, c'est juste on tape Audrey est revenue, puis c'est les articles qui sortent. Et donc, Hugo Dumas qui a apprécié et qui a adoré le truc, je pense, mais il dit les 2 premiers épisodes d'Audrey est revenue sont vraiment étranges, très bizarres même. Donc, je ne sais pas si ce sentiment d'étrangeté, de bizarreté, c'est quelque chose que tu as rencontré souvent face à Audrey ou à d'autres projets auxquels tu as Oui, travaillé. oui, oui. Écoute, il a le droit à son opinion, mais en bout de ligne, il a aimé ça, mais je pense que justement, c'est que ça, on ne donne pas toutes les réponses, puis on essaie de prendre le spectateur pour quelqu'un d'intelligent, puis l'idée qu'on soit dérouté de qu'est-ce qui se passe de ça, c'est voulu. Et, moi, je trouvais ça, ça ne m'a pas étonné, ce commentaire-là. Écoute, il y a des gens qui me disaient le contraire, c'est-à-dire qui écoutaient, qui ont juste vu un épisode, puis ils m'ont dit « Oh mon Dieu, j'ai tellement hâte de voir les autres. » Donc, j'étais bon, c'est son point de vue et tout, mais je comprends. Moi, ce que je trouvais risqué, c'était quand j'ai lu les premiers scénarios d'Audrey Revenu, c'est que dès l'épisode 3, on lâchait les personnages principaux, puis on allait avec des jeunes. Puis moi, je trouvais ça très risqué, parce que j'étais là, on était en train de bâtir un attachement au personnage. Puis là, soudainement, à l'épisode 3, on fait un gros flashback de 20 minutes, puis on s'en va avec des ados. Puis là, je me disais, est-ce que les spectateurs vont rester accrochés? Tu sais, c'était vraiment comme ma grande préoccupation. Puis finalement, moi, je trouve que c'est peut-être mon meilleur épisode. Fait que finalement, j'ai beaucoup travaillé cet épisode-là, j'ai beaucoup travaillé avec ces adolescentes-là. Puis je me suis dit, finalement, c'est peut-être là que maintenant, c'est drôle parce que c'est comme si c'était un épisode charnière où c'est là que les spectateurs embarquent vraiment dans l'histoire. Fait que tu vois, moi-même, je me suis surpris moi-même en le faisant, ma perception a changé. Fait que je peux comprendre qu'ils disent ça, mais je pense que la série, ce qu'elle fait, la série, c'est qu'elle ne donne pas toutes les réponses, elle ne prend pas tout le temps le spectateur par la main pour que tout soit bien clair. Parce que c'est sûr qu'en télévision, le problème souvent qu'il y a en télévision, avec de la mauvaise télévision, de la moins bonne télévision, c'est qu'on explique tout, tout est clair. Puis même les personnages, ils parlent, ce qu'ils font, c'est qu'ils racontent l'histoire, ils racontent ce qui vient de se passer, puis ils racontent ce qui va se passer. Fait que quand tu regardes, mettons, des téléromans, c'est ça que les personnages font. Ils disent, t'as-tu vu, j'ai parlé avec Jean-Pierre, puis Julie, puis Joanne, puis là, ils vont parler à Georges, puis là, ils vont se faire quelque chose. Ah oui, t'es sérieuse? Oui. Veux-tu un petit café? Puis là, on va meubler le temps. Puis là, l'autre scène après, c'est je viens de parler à Julie. Puis là, je m'en vais parler avec Robert. Puis là, Thomas s'en vient. Puis là, Martha va y parler. Puis là, il y a quelque... Bon, c'est ça. Fait que, en fait, moi, je trouve ça hallucinant. Des fois, je rentre dans une série télé, j'ouvre ma télévision et je vois juste du monde parler de qu'est-ce que d'autres ont dit. Là, je fais, mon Dieu, mais je ne comprends pas. Fait que quand je regarde ça, je comprends encore moins qu'est-ce qui se passe. Je ne comprends rien. Je n'arrive pas à embarquer dans l'histoire, puis souvent, je change de poste parce que c'est comme ça que les téléromans et les soaps sont comme construits. Les personnages racontent l'histoire en dialogue, mais il ne se passe rien visuellement. Ce n'est pas comme ça qu'on raconte une histoire. Une histoire, on est pas dans la juxtaposition des scènes, dans la structure narrative, tu serais censé comprendre ce qui se passe sans qu'on te l'explique. C'est ça. Voilà, comme le cinéma, en fait.
C'est super intéressant ce que tu dis par rapport à Audrey, que finalement, la série va prendre ou il se passe quelque chose au 3e épisode alors qu'on change de personnage, qu'on change de temporalité et que plutôt que de décrocher, c'est là qu'on accroche, alors qu'en théorie, on est dépourvu donc de contexte et qu'on se fait raconter une nouvelle histoire. Et ensuite, la série va jouer sur les 2 plans. Oui, Mais, donc, ça montre comment, en effet, il faut juste briser un certain cliché et que finalement, c'est en se détournant de l'objet qu'on va plus oui. entrer dans l'objet. Puis en ce moment, il y a une série qui est très populaire là, qui s'appelle Yellow Jackets, là, que vous avez sûrement vu, mais c'est vraiment intéressant, Yellow Jackets, parce que c'est 2 époques juxtaposées en même temps, montage parallèle. Donc, tu as des personnages 20 ans d'intervalle, puis je trouve ça super intéressant. Puis encore là, le public a mordu, c'est-à-dire que c'est une série qui est super populaire. Donc, ça montre que dès que la structure est comme un peu audacieuse ou différente ou pas classique, les gens embarquent. Tu sais, fait que c'est ça. Je pense qu'on est capable, et après je vais donner la parole à Tara, mais je pense qu'on est capable de soutenir beaucoup de narration, c'est-à-dire on vit tellement dans une époque d'écran et juste on ouvre un browser web et on se fait raconter comme 3 trucs en même temps. Il y a des bandes annonces partout et je pense qu'on est capable, en tant que spectateur, spectatrice, de mieux facilement composer avec la multiplicité des narrations. Puis tant mieux s'il y a une façon de transformer ça en art et de capitaliser là-dessus, comme fait Audrey ou donc plein d'autres séries. Tara, je vous donne la parole. Oui, en fait, je ne voulais pas passer avant les questions du chat, donc je pourrais peut-être prendre la parole après. Ah, ben, on est rendu à vous, donc allez-y, je vais rattraper le chat ensuite, pas de Ok, problème. merci beaucoup. J'aimerais ça revenir sur votre projet transmédial parce que la transmédialité m'intéresse pas mal. Est-ce que vous avez trouvé cette expérience très différente du point de vue de la création entre un long métrage et un projet transmédial? Est-ce que vous avez travaillé uniquement sur le long métrage, Émilie, ou avez-vous collaboré avec l'équipe qui développait les éléments précédents le film? Et puis, c'était un projet qui date de 2012. Est-ce que 10 ans après ce projet, vous auriez envie de revenir sur un projet transmédial? Oui, 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 en fait, moi j'avais réalisé le film et j'avais co-réalisé tous les webisodes qui étaient les webisodes interactifs. Et, et en fait, j'ai trouvé que c'était vraiment un projet hyper intéressant, Émilie, mais c'était un projet qui était un peu en avance sur son temps. C'est-à-dire que même aujourd'hui, au moment où on se parle, il n'y a pas eu tant de projets de fiction interactive comme ça. Dans Émilie, les webisodes, malheureusement, ne sont plus disponibles parce que c'était trop lourd, c'était trop coûteux de les garder en ligne et puis, tu sais, dans Émilie, juste pour donner un exemple à tout le monde qui écoute ça en ce moment, quand le personnage envoyait un texto à un autre personnage, toi, comme un spectateur, tu recevais les photos, tu recevais les textos, tu recevais les images. Donc, il y avait tout un. Fait que quand tu écoutais Émilie, il fallait que tu t'inscrives, tu mettes ton numéro de téléphone et tu recevais des. Il y a plein de choses qui se passaient, tu recevais des trucs sur ton téléphone, puis même le lendemain, tu continuais à recevoir des affaires. Fait que, tu sais, il y avait comme. Déjà, les personnages se parlaient beaucoup au téléphone, s'envoyaient des textos, s'envoyaient des vidéos, s'envoyaient des photos. Puis nous, on voulait que le spectateur soit comme au cœur de ça. Donc, je ne savais même pas comment techniquement on pouvait faire ça quand je l'ai fait. Mais on avait une équipe web, puis une grosse compagnie web qui s'appelle Acoufen qui avait collaboré au projet, puis c'était extraordinaire ce qu'ils ont fait. Et donc, il y avait beaucoup de trucs avec la téléphonie. Et il y avait même aussi qu'on voyait seulement une partie de l'image, puis si le spectateur, en l'écoutant sur l'ordinateur, bougeait sa souris, il pouvait panner dans les shots. Puis il y avait des choses qui se passaient à gauche et à droite de l'écran qui n'étaient pas nécessairement dans l'image. Fait que l'image était comme 3 fois plus grosse. Parce qu'il y avait un webisode qui était comme ça. Et donc, oui, mais c'est juste que après ça, je me dis, je pensais en faire un autre. En fait, je voulais en faire un. Je voulais faire un film dont vous êtes le héros, là. Je voulais faire un film où, en fait, après une scène, tu as comme 3-4 choix de qu'est-ce qui peut arriver. Puis là, tu cliques, puis là, tu as la suite, puis là, tu as la suite, puis là, tu as la suite. Puis, pour toutes sortes de raisons, ça ne s'est pas fait. Fait qu'au moment où on a fait Émilie, on avait tout gagné cette année-là. On avait gagné des prix partout, dans tous les festivals. On a gagné un gros prix en Suisse, après ça en Italie. On avait gagné plein de prix dans plein de festivals, mais en fait, c'est parce qu'on était comme les seuls qui avaient fait un projet aussi élaboré que ça en fiction interactive. Puis après ça, ça a un peu. Il y a eu un projet à Netflix, je pense, un gros projet comme ça, mais il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas eu.
c'est pas devenu commun. C'est encore des petits projets assez uniques, peut-être parce que c'est coûteux, que c'est compliqué, puis que c'est trop technologique encore. Mais en 2022, aujourd'hui, ça fait 10 ans, Émilie, puis il n'y a pas eu de projet équivalent, beaucoup. Il y en a eu quelques-uns, mais pas tant que ça. Donc, pour moi, c'est encore un truc à défricher. C'est pas la fiction, tout ce que la technologie nous permet en ce moment à s'amuser avec ça, avec la fiction interactive. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses intéressantes à faire avec ça, mais que c'est juste qu'on n'a pas trouvé encore la meilleure manière de le faire. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, merci beaucoup. Et merci à vous pour la question. J'avais promis de remonter un peu dans le chat. Deux questions un peu similaires. Je te lis les deux et tu réponds aux deux ou tu fais un mélange. Myriam qui te demande, aimeriez-vous travailler ailleurs qu'au Québec? L'avez-vous déjà fait? Et Johan te demande, croyez-vous que des coproductions entre plusieurs pays, comme ça se voit en Europe, est facile à faire au Québec? Oui. En fait, il y a beaucoup le Québec et le Canada ont fait beaucoup de coproductions pour plein de projets, plein de films. En fait, les films de Denis Arcand sont tous des coproductions. Oui, fait que Roger Frappier est coproducteur de Power of the Dogs parce que Roger Frappier avait acheté les droits de ce roman-là, puis il voulait en faire un film, puis finalement, chance extraordinaire, c'est Jane Campion qui voulait le réaliser. Donc, finalement, c'est devenu un film néo-zélandais, canado-néo-zélandais, mais qui a fait tout a été fait en Nouvelle-Zélande avec l'équipe que Jane Campion travaille habituellement. Donc, maintenant, Roger Frappier, il est à Los Angeles, puis il est en nomination aux Oscars, c'est extraordinaire. Bon, voilà, moi, je pense que le monde nous appartient. Tout est possible. Je pense qu'il y a plein de réalisateurs maintenant québécois qui font carrière, qui font carrière aux États-Unis, qui font carrière en France. Je veux dire, ce qui est arrivé récemment avec Denis Villeneuve, avec Jean-Marc Vallée, avec Philippe Falardeau, avec Damien Robby. Pour moi, il n'y a aucune limite. On peut tout faire. Au Québec, avant, on ne faisait jamais des films de genre, on ne faisait jamais des séries de genre. C'était tous des drames ou des comédies. Maintenant, il y a eu explosion, on fait d'autres choses, on n'a plus de complexe. Puis ça, je dis, on fait de l'horreur, on fait du suspense, on va commencer à faire de la science-fiction. Il n'y a aucun genre qui ne peut pas être fait. On n'est plus là. On n'est plus là. Et puis la raison pour laquelle, quand même, c'est quand même assez extraordinaire que maintenant, il y a des réalisateurs québécois qui sont devenus des réalisateurs de premier plan en télévision, pas en cinéma aux États-Unis, mais qui ils sont pas devenus juste des bons réalisateurs qu'on aime. Là. Ils sont devenus les gros réalisateurs. Donc, tout est possible. Il n'y a pas de. Il n'y a plus de limite. Là. Voilà. Donc, oui, mais l'autre question, c'était est-ce que j'avais déjà. Est-ce que toi, tu aurais un désir justement de partir oui. à Hollywood, donc à Los Angeles, donc on va dire, non pas un désir, mais est-ce que tu te projettes des fois là-dedans? Absolument. Moi, j'ai fait un court-métrage en France où j'avais gagné un prix dans un festival, puis j'ai fait un court-métrage français. J'ai adoré ça, j'ai adoré mon expérience. Moi, je viens d'une famille anglophone, mais mon père a grandi en France. Donc, moi, quand j'étais jeune, j'allais passer mes vacances en France. C'est un pays dans lequel je me sens bien, mais je suis très nord-américain. J'aime beaucoup les États-Unis. Je me sens très bien quand je vais aux États-Unis. Non, moi, j'ai pas de. J'aime le Québec, mais je ferai des trucs au Canada, je ferai des trucs aux États-Unis. Il n'y a rien qui m'arrête. Là. J'ai envie de tout ça. Oui, de faire des projets ailleurs en anglais, j'adorais ça. J'ai pas de. J'aimerais beaucoup ça, en fait. Oui. Oui, puis tu n'as pas l'air d'être en manque d'énergie ou quoi que ce soit, fait que j'imagine bien. Mais tu sais, quand on y pense quand même, moi, j'ai beaucoup pensé à. J'ai donné une entrevue à la presse, puis ils m'ont posé des questions sur Jean-Marc Vallée. Puis, tu sais, Jean-Marc Vallée, moi, quand j'étais étudiant, il est venu à mon école, je me rappelle, puis il avait 12 ans, tu sais, il avait 11 ans de plus vieux que moi. En fait, il était très jeune encore quand il a fait ses premiers films. Il avait dans la jeune trentaine, c'était fou, là. Tu sais, Jean-Marc Vallée, la raison pour laquelle il est allé aux États-Unis faire un film, c'est parce qu'il voulait d'abord, là, mais c'est parce que le film qu'il a fait, Dallas Buyers Club, avec Matthew McConaughey, c'est que tout le monde pensait que ce n'était pas faisable de faire ce film-là avec le budget qu'il avait. Puis Matthew McConaughey voulait tellement faire ce film-là que
Jean-Marc Vallée, c'était le seul assez fou pour dire non, avec 4 millions, on peut faire ce film-là. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on n'aura presque pas d'équipement, on va tourner à l'épaule, on va tourner ça en lumière naturelle, on va essayer de tourner ça avec le moins d'artifices possible, une petite équipe, etc. Puis en bout de ligne, c'est sa relation avec la star du film qui a été la clé. Puis finalement, l'acteur lui a fait confiance, puis finalement, ça a donné sa chance à Jean-Marc Vallée, puis il a fait ce film-là avec un petit budget, puis il a été en nomination aux Oscars. Ça a été un énorme succès, ça a fait plus que 100 millions au box-office. Ça a donné un Oscar, en tout cas, il me semble que ça a donné un Oscar à Matthew McConaughey, il a gagné l'Oscar, Oui. c'est ça. Donc, mais le film a quand même été en nomination et ça a ouvert les portes à Jean-Marc Vallée. Puis finalement, Jean-Marc Vallée est devenu un réalisateur de séries télé. Il a fait Big Little Lies, puis il a fait Sharp Objects. Mais c'est comme si Jean-Marc Vallée a même changé sa manière de réaliser à cause de ce film-là. Donc, à cause de son expertise de cinéaste québécois, d'être capable de fonctionner avec un petit budget, avec pas beaucoup de temps, il a été capable de faire ce film-là, là où peut-être des réalisateurs américains qui n'auraient pas été bien de tourner avec si peu de temps, avec si peu de moyens. Mais pour Jean-Marc Vallée, il n'y avait rien, il n'y avait aucune différence avec ce qu'il faisait déjà au Québec. Ça ne l'a pas arrêté, puis ça y a ouvert les portes, puis en même temps, puis il est devenu un des réalisateurs de télé les plus recherchés aux États-Unis à cause de ça. Donc, voilà. Donc, Jean-Marc Vallée qui est parti trop vite, là, qui est décédé c'est quoi, c'était le 25 décembre? Là? Donc, Oui. Et justement, donc, j'avais lu l'entretien que tu avais accordé, ou peut-être tu en as fait plusieurs, mais tu disais que Jean-Marc Vallée a été un modèle, et entre autres, ce que tu admirais chez lui, et on reconnaît aussi ce que tu dis à propos de ton travail ou de d'autres personnes que tu admires, mais tu dis, parlant de Jean-Marc Vallée, j'aime ça, être polyvalent comme lui, donc changer d'esthétique à chaque projet. Ben oui, parce que c'est ça qui est extraordinaire, c'est que Jean-Marc Vallée, quand il a fait Dallas Buyers Club et Big Little Lies et Sharp Objects et le film Wild, c'est que si tu regardes Crazy, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Parce que je pense que Jean-Marc Vallée, même si Crazy, c'est un très grand film, je ne sais pas si tout le monde ici l'a vu, mais c'est un des plus beaux films de l'histoire du cinéma québécois pour moi. C'est drôle parce que je l'ai écouté cette année à Noël, Crazy, puisque mes filles étaient assez grandes pour pouvoir l'écouter. J'avais le goût de leur montrer. Puis ça se passe dans le temps de Noël, Crazy. Fait que le matin de Noël, j'ai décidé de montrer ça à mes enfants cette année. Là. Le lendemain, j'ai appris que Jean-Marc Vallée était décédé. En tout cas, j'étais vraiment traumatisé. Mais la première phase de Crazy, c'est d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours détesté le jour de Noël. C'est ça la première phase. Donc, oui, c'est Crazy, c'est un film hyper esthétique dans lequel il y a beaucoup de chansons, il y a beaucoup d'effets visuels, il y a beaucoup de mouvements de caméra compliqués. C'était un projet extrêmement long à monter. Je pense que Jean-Marc Vallée a trouvé ça difficile, puis qu'après ça, il était content de faire des films juste à l'épaule avec des acteurs, tout ça. Puis quand il s'est retrouvé à faire Big Little Lies, où il y avait beaucoup de moyens, puis il y avait des grandes stars avec lui, comme Nicole Kidman puis Reese Witherspoon, Jean-Marc Vallée, il a tourné Big Little Lies comme il avait tourné Dallas Buyers Club, c'est-à-dire à l'épaule, près des fenêtres, pas d'éclairage. Alors, l'éclairage dans les séries de Jean-Marc Vallée, c'était l'éclairage qui existait dans le décor. C'est-à-dire que c'est les lampes et les fenêtres qui étaient la seule source d'éclairage. Donc, les décors devaient être faits en fonction de la mise en scène et tous les acteurs allaient toujours être dans des endroits où il y avait de l'éclairage déjà existant dans la pièce ou naturellement par les fenêtres ou dehors. Donc, et voilà. Et puis, il y avait lui, il y avait le caméraman, il y avait les acteurs, puis un gars de son. C'est tout. Comme je disais tantôt que ce que je faisais sur la vie secondaire. Là. Mais c'est la même chose. Là, il est avec Nicole Kidman, puis Reese Witherspoon, puis ils sont dans un gros mansion à Los Angeles, mais c'est ça qu'ils font. Et les actrices trouvaient ça tellement extraordinaire de faire ça parce que soudainement, ils étaient traités comme des actrices, comme des vraies actrices. Fait que là, ils se sont donnés. Fait qu'évidemment, Jean-Marc Vallée est devenu la coqueluche mais c'est parce qu'il prenait un risque. C'est parce que ce qu'il faisait, c'était différent. C'est pour ça. Voilà. Mais oui, moi, j'aime ça, faire des projets différents, comme j'ai expliqué tantôt. C'est un peu la même chose. Je ne prétends pas être Jean-Marc Vallée, là, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un modèle parce que justement, je trouve que c'est quelqu'un qui se réinventait et qui n'avait pas peur de changer, de changer sa manière de faire, sa manière de travailler au fur et à mesure des projets qu'il faisait. Merci.
On a encore le temps pour d'autres questions. Je me rends compte que je pourrais faire plus de pauses et je vais en profiter pour lire le chat, mais si vous voulez lever la main, maintenant n'est pas le pire moment. Sur les projets, donc je ne pose pas les questions nécessairement dans l'ordre du chat, mais sur les projets différents et donc les différentes ambiances de travail. Et donc, suspense. Peut-être même poser ma question plus tard, parce qu'il y a une main levée. Martha, on était comme synchrone, fait que je vais te... Non, mais vas-y avec les questions. OK, donc Martha ensuite, mais Rosalie se demandait, étant donné que tu as travaillé en France et tu connais aussi, donc sûrement plusieurs personnes qui ont travaillé ailleurs et tu dois connaître des anecdotes de métier. Rosalie, donc, se demande comment les plateaux québécois sont différents des plateaux en France. Ou de manière générale, parler des différents plateaux sur lesquels tu as travaillé ou des histoires que tu as pu entendre. C'est sûr qu'en France, je trouve que ça ressemble quand même. Je trouve qu'en France, en France, moi, je me suis senti à l'aise, mais évidemment, il y a des différences. C'est-à-dire qu'au Québec, il y a une espèce de côté plus. Il y a un côté très convivial au Québec sur les plateaux de tournage quand même, là. Je trouve qu'il y a moins. C'est sûr qu'un plateau de tournage, ça fonctionne comme l'armée. C'est-à-dire que la hiérarchie est vraiment importante. C'est comme un chantier de construction ou l'armée, mettons. Puis le réalisateur, c'est le chef de chantier. Puis l'idée, c'est que il faut que ça fonctionne rondement parce que sinon, ça ne marche pas, là. Il faut qu'il y ait une sorte de hiérarchie. Puis je pense qu'en France, cette hiérarchie-là est encore plus forte. Au Québec, ça se vit assez bien. C'est-à-dire qu'il y a une belle collégialité, mais les gens comprennent quand même qu'il y a des patrons, il y a des chefs, il y a le réalisateur, il y a le producteur, puis en bas de ça, il y a tous des chefs de département duquel découlent toutes des équipes. Donc, c'est ça. Et puis en France, je pense que ce côté hiérarchique-là, évidemment, à cause de la culture, c'est encore plus fort. Mais même aux États-Unis, qui est quand même pas supposé d'être un pays aussi dominé par le système de classe, c'est très fort. C'est sûr que moi, j'ai entendu des histoires complètement ahurissantes sur des plateaux américains, beaucoup plus que sur des plateaux français. Sur les plateaux américains, j'ai entendu des histoires d'acteurs qui font des crises, de réalisateurs qui font des crises, qui mettent du monde à la porte pour rien parce qu'ils se sont fait regarder de travers ou quoi que ce soit. Mais heureusement, en ce moment, ce qui est génial, c'est que tous ces réalisateurs-là perdent leur job et ils ne travaillent plus. Donc, finalement, il y a comme un ménage naturel qui s'est fait depuis MeToo, où il y a beaucoup de réalisateurs et d'acteurs qui ne travaillent plus maintenant parce qu'ils n'étaient pas agréables. Voilà. Mais les plateaux québécois, en général, ils sont très le fun, ils sont très drôles. Et puis, moi, j'aime beaucoup tourner. Donc, j'ai vraiment un grand fun quand je tourne. Moi, j'ai l'impression quand je suis en tournage que c'est comme si tout d'un coup, on me donnait mon gros train électrique auquel j'ai toujours rêvé toute ma vie, là. Fait que j'ai comme un grand jeu, puis donc je rigole beaucoup, puis je sais que tout le monde rigole, même si je travaille sérieusement. Donc, c'est vraiment important. Ça ne veut pas dire, ceci dit, que parce que l'ambiance est le fun sur un plateau de tournage, que on va nécessairement faire quelque chose de bien. Souvent, c'est super difficile sur le plateau, on se fait chier, puis c'est super bon ce qu'on fait. Puis d'autres fois, on a vraiment du fun sur le plateau, puis c'est vraiment pas bon ce qu'on fait. Fait que ça n'a pas de lien. Ce qui est extraordinaire, ce qu'on vise toujours, c'est faire de belles choses dans le plaisir, mais ce n'est pas toujours le cas. Et des fois, c'est difficile. Des fois, on a des problèmes. Des fois, on a des embûches. On a des épreuves. Il ne fait pas beau. L'équipement pète. Les acteurs tombent malades. Il y a toujours des bugs là, sur tous les tournages. C'est comme il m'est arrivé un truc avant Noël. Je tournais La Confrérie, une série télé qui est sur Nouveau puis sur Crave. Puis il y a un acteur qui a eu la COVID. Mais l'idée, c'est que l'acteur n'allait pas venir sur le tournage, mais n'allait jamais revenir. Et là, j'avais comme 6 scènes à faire avec lui et il était sur un lit d'hôpital. Fait que là, le matin du tournage, on m'apprend qu'il n'est pas là, qu'il ne sera pas là. Fait que là, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai pris quelqu'un dans l'équipe qui avait le même gabarit physique que l'acteur. Puis on l'a couché sur le lit d'hôpital, on lui a mis des tuyaux, on lui a mis un bandage sur la tête. Puis l'idée, c'est que ce personnage-là venait se faire battre par un voleur à coups de batte de baseball. Et ce qu'on a fait, c'est qu'au lieu qu'il soit comme plus en forme et capable de parler, on l'a rendu inanimé
sur des machines, on l'a plugué sur des machines, puis j'ai donné tous ces dialogues à d'autres personnages qui étaient là dans la scène, puis on a complètement viré de bord la scène. Fait que toute la journée de tournage s'est faite comme ça. Donc, voici, c'est le genre de truc qui arrive sur un plateau de tournage, puis on fait Évidemment, ça n'arrive pas tous les jours, des trucs comme ça, mais je veux dire, en bout de ligne, ça a été comme 1 heure de discussion de plus le matin, mais en bout de ligne, c'est un détail dans le tournage, là. Mais ce genre de truc-là arrive quand même plus souvent qu'on pense. La grande anecdote de ça, c'est Apocalypse Now, c'est que Martin Sheen, l'acteur principal de Apocalypse Now, a fait une crise cardiaque, puis pendant, je pense, 6 semaines, il n'était pas sur le tournage. Puis ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils continuaient à tourner les scènes, mais ils prenaient toujours une doublure pour faire le personnage principal. Ils sont revenus en arrière ensuite, puis ils ont fait tous les gros plans de ce personnage-là, ce qui est malade mental. Mais bon, c'est des choses qu'il faut faire des fois dans la vie. Voilà. Et comme Moi, tu j'avais une dis, question. Non, vas-y. ah, ben, j'allais te donner la parole, donc vas-y. Pour revenir à Audrey, on a parlé aussi de l'attachement au personnage et on se disait est-ce que les flashbacks limitent ou accentuent l'attachement. Donc, je pense qu'on a quand même des réponses. Et donc, je pensais surtout aux émotions, comment créer l'émotion dans une série. Et j'aimerais te poser la question concernant la musique. Est-ce que les choix liés à la musique présente dans la série dépendent de toi? Comment ça se passe? Comment ça se passe aussi, si tu peux nous dire plus sur la question de droit, par exemple? À quel point est-ce qu'on décide quelles musiques vont arriver dans telle ou telle scène? Alors, ça, c'est une très bonne question. Alors, oui, sur Audrey est revenu. Alors, l'idée, c'est que les chansons étaient déjà écrites dans les scénarios. Mais c'est moi qui ai eu l'idée d'engager Alexandra Streliski pour faire la musique de la série, la musique originale. Donc, ça a été un mix de ces deux choses-là. Alors ce que Florence Lompré et Guillaume Lambert ont fait, c'est qu'ils ont compris, c'est que le problème au Québec, c'est comme on est des petits budgets, c'est rare les séries qui se permettent d'acheter des droits de chansons, de grandes chansons, de chansons internationales. Et l'idée, c'est que ce qu'eux ont fait, c'est qu'ils ont décidé de le mettre dans le scénario pour que déjà en pré-production, les producteurs soient déjà en processus de négociation pour avoir ces chansons-là, puis de les mettre dans le budget. Alors, pour donner un exemple, la première musique d'Audrey Revenu, c'est Enya. Je ne me rappelle plus de la chanson. En tout cas, c'est une des chansons les plus connues d'Enya, qui était une chanteuse New Age irlandaise, très connue quand moi j'étais jeune, qui est moins connue aujourd'hui, mais bon. Mais bref, Enya, pour vous donner un exemple, il faut qu'Enya approuve le montage. Fait qu'on a monté la scène, on a tourné la scène, on a mis la scène sur la musique. C'est toute la première scène qui présente tous les personnages. Et il fallait que j'envoie cette séquence-là en Irlande, dans le château de Enya. Enya, elle a regardé la séquence, puis il fallait qu'elle dise son OK. Puis une fois qu'elle a dit son OK, là, il faut le payer quand même. Alors là, on a eu les droits canadiens seulement, puis ça a coûté très cher. Là, ça a coûté plusieurs dizaines de milliers de dollars. Puis la même chose avec Arcade Fire, on voulait prendre une chanson d'Arcade Fire qui s'appelle Sprouder. Arcade Fire disent non toujours. C'est rare qu'ils disent oui. On l'a envoyé à Arcade Fire, puis ils ont accepté. Il a fallu payer. Voilà. Et Alexandra Streliski, ben, je l'ai appelée, puis j'ai fait mon pitch, puis je lui ai expliqué c'était quoi la série, puis elle a accepté. Donc, voilà. Et il y a quelques chansons, mais là, récemment, on a fait la version internationale de Audrey Revenu parce qu'on l'a vendu à un distributeur pour qu'il le vende dans le monde. Puis il fallait enlever certaines chansons parce qu'on n'avait pas les droits mondiaux, parce que ça coûtait trop cher. D'ailleurs, la même chose est arrivée au film Crazy de Jean-Marc Vallée. Il y avait 600 000 de droits musicaux dans la version de Crazy. Et Jean-Marc Vallée avait négocié les droits pour 10 ans pour le Canada. Donc, il y avait les Rolling Stones, il y avait Charles Aznavour, il y avait David Bowie. Il y avait plein d'affaires. Et quand le 10 ans a échu, Crazy a disparu de la circulation. Et il vient de ressortir parce que là, ils ont décidé de repayer encore un montant. Mais ce qui est arrivé de bizarre, c'est que Crazy n'a pas été presque distribué dans le monde à cause de ça, parce que la version qui pouvait être vendue à l'international n'avait pas les chansons que la version que nous, on a vue. Donc, il n'y avait pas Patsy Cline, puis Charles Aznavour, puis David Bowie, puis les Rolling Stones dans le film. Mais ça change complètement le film.
Dans Audrey Revenu, il y a 8 chansons qu'on a dû changer. On a gardé quelques trucs, dont Carmina Burana, la séquence où le personnage qui chante un peu d'opéra chante Carmina Burana puis qui le fait jouer dans le système de son. Ça, par contre, c'était comme conditionnel qu'on achetait les droits mondiaux de Carmina Burana parce que sinon la scène n'avait comme plus de sens. Donc, parce que Carmina Burana, même si c'est une œuvre classique d'un compositeur qui est aujourd'hui disparu, il faut quand même acheter les droits et ça coûte aussi plusieurs dizaines de milliers de dollars. Voilà. Donc, évidemment, c'est formidable d'avoir des chansons, d'avoir des chansons connues ou des œuvres musicales connues dans des films ou dans des séries, mais ça coûte des sous. Et les droits mondiaux, c'est très cher. Fait que ce que là, dans le cas de Florence Lompré, c'est que Florence Lompré faisait ça aussi sur M'entends-tu. Alors, dans M'entends-tu, dans les 3 saisons de M'entends-tu, il y a beaucoup de chansons, des chansons québécoises, des chansons françaises, des chansons américaines. Mais Florence, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle mettait dans le scénario. Comme ça, les producteurs, dès le début du processus de production, essayaient d'acquérir les droits. Et dans M'entends-tu, la saison 3 que moi j'ai fait, on avait Edith Piaf, on a eu plein de chanteurs. C'était fantastique. Il y a même des chansons qu'on a refait avec d'autres chanteurs. On a acheté une musique du pianiste Jean-Michel Blais. Il y a même une chanson qui est devenue populaire à cause de la série, la chanson de la fin de M'entends-tu d'Étienne Copé. Demain il fera beau. Cette chanson-là est devenue comme connue à cause de la fin de M'entends-tu. C'était assez extraordinaire, mais c'est formidable de travailler avec de la musique comme ça. Là. C'était assez. C'est sûr que ça amène beaucoup. Pour la réalisation, ça. Attends, il y a quelqu'un qui vient d'écrire sur l'affaire de. Oui, de 10 ans, c'est ça comme je disais. Ah! Donc, il y a quelqu'un qui vient d'écrire, qui était dans le groupe, qui s'appelle Jérémy Lorrain-Pagé, sur le chat, puis dire que maintenant, ça a pris 7 ans pour repayer, renégocier tous les droits de toutes les chansons du film Crazy. Puis à partir de maintenant, les droits sont mondiaux et pour toujours. Voilà. Phew. Fait que je conseille à tout le monde qui n'ont pas vu Crazy de voir Crazy. Voilà. Merci. Et puis, donc, tu fais même un travail d'animateur. Donc, tu as toutes les casquettes pendant cette rencontre. Et en bon animateur, tu allais sans doute me dire que ça fait presque 90 minutes qu'on parle, donc on est rendu à toute fin pratique à la fin de la rencontre. Je vais voir si je n'ai pas oublié des questions dans le chat, sûrement une ou deux. Et donc, ce serait un last call pour celles et ceux qui veulent se manifester. Je suis sûr que j'avais oublié quelque chose. Je remonte. Cassandra, est-ce que j'ai oublié des questions dans le chat? Ici, j'en ai une de Ali. Hésiter entre la réalisation et la direction de production, est-ce que c'est normal? C'est pas le même métier. Est-ce normal d'avoir envie de faire plusieurs métiers? Peut-être dans non, un contexte qu'on est non. aux études. Mais la direction de production, c'est comme l'administrateur, en fait, de la production. Fait que c'est un rôle administratif, mais c'est un rôle qui a un grand impact créatif. Mais d'hésiter entre la réalisation et la direction de production, ouais, ben oui, c'est quand même, c'est pas la même. Le directeur de production, c'est comme un partenaire important de la réalisation puis de la production. Mais le directeur de production, c'est lui qui fait le pont entre la réalisation et les producteurs, en fait. Et donc, c'est un poste super important, mais c'est sûr que ce n'est pas un poste. C'est un poste où on fait l'administration, où on négocie des contrats, où on gère les horaires, où on gère un budget. Ce n'est pas un poste très créatif, mais c'est un poste qui a un grand impact sur le créatif. Mais que tu hésites entre les deux, la personne qui hésite entre les deux, oui, ben ça se peut, je comprends. Faut juste faut que tu te branches. mais c'est quand même des métiers quand même très différents, mais ils sont complémentaires. Merci. Il y a plusieurs personnes qui te remercient justement dans le chat pour tes réponses qui sont très éclairantes justement sur toutes ces notions-là de métier. Je pense que tu peux aider à clarifier des chemins et des vocations. Et ce serait... Il y a quelqu'un qui me demande comment on fait pour combattre le stress. J'étais rendu là justement, puis je me suis dit que ça pouvait bien conclure. Donc, comment fais-tu, Guillaume, demande Gabriel, pour gérer tout ce stress, toi qui tournes sans arrêt, qui travaille tout le temps et qui doit dormir peu? En fait, je voulais juste dire aux personnes qui sont des futurs réalisateurs, je pense beaucoup à ça. On dirait qu'à cause de la pandémie, justement, j'ai beaucoup travaillé à cause de la pandémie. Alors là, ça, c'est vraiment quelque chose de particulier. C'est que moi, je n'ai jamais autant tourné depuis 2 ans de toute ma vie.
parce qu'on était chanceux en télévision, en cinéma, c'est qu'on a pu continuer à tourner. Donc, on est comme le milieu culturel, artistique qui a été, qui a été qui a, pas bénéficié, on ne peut pas dire ça, mais qui a été épargné, en fait. Puis on a même eu des budgets supplémentaires pour pouvoir tourner malgré la COVID. Donc, on a beaucoup, beaucoup tourné. Et là, j'ai découvert c'est quoi faire des marathons de 100 jours de tournage. Là, j'ai fait OK, oui, oui. Donc, il faut être vraiment en forme pour faire des tournages, pour faire tous les postes, là, pas seulement. Parce que le réalisateur, il travaille quand même moins que beaucoup, beaucoup d'autres mondes. Là. La régie, les décors, my God, les costumes, ils travaillent tellement, c'est tellement des longs chiffres. Là. Sur la confrérie, je pense que toutes nos journées, c'était des journées de 14 heures. Tu sais, 14 heures, là, ça c'est 14 heures de travail. Là. C'est-à-dire qu'on est là et on tourne pendant 14 heures. Là. Fait que, bref, puis je pense que je faisais 7 jours semaine parce que je faisais du montage pendant que je tournais. Donc, non, c'est très difficile de gérer le stress, mais je prends des pauses entre les tournages. Mais tous les réalisateurs, en fait, tombent malades après les tournages où ils sont. Puis même quand Jean-Marc Vallée est mort à Noël, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, c'est pas normal qu'un gars de 59 ans qui est super en forme comme lui meure comme ça tout d'un coup, pète aux frettes. Puis il y a beaucoup de réalisateurs que j'admirais qui sont morts subitement après avoir arrêté. Oui, un réalisateur polonais que j'admirais beaucoup quand j'étais jeune, Krzysztof Kieslowski, il est mort un mois après sa retraite. Il est mort d'une crise cardiaque. Il était chez eux, il avait 53 ans, il regardait par la fenêtre, pouf, il est tombé, il a fait une crise. Fait que c'est vraiment un métier où tu as beaucoup de stress et que tu as une grosse responsabilité financière sur les épaules. Parce que, puis ça, on ne le dit pas assez dans les écoles de cinéma, c'est que, en fait, si le projet est raté, ça va être de ta faute. Puis si le projet est réussi, ça va être grâce à tout le monde. Mais si c'est raté, c'est le réalisateur qui va se faire le plus pointer du doigt, qui va devoir vivre avec l'odieux de l'échec. Et donc, c'est beaucoup, beaucoup de responsabilités, c'est beaucoup de stress. En fait, moi, je vis très bien avec ça parce que moi, une de mes qualités principales dans la vie, c'est le déni. Moi, je suis très à l'aise à faire, il n'y en a pas de problème. On va en avoir de l'argent, on va en avoir le temps. Des fois, le déni, de ne pas voir la réalité en face, puis de me faire accroire les affaires, ça marche. Des fois, ça marche. C'est vraiment une qualité. Je vis dans mon monde de fées, là, puis de contes de fées, dans mon monde de cinéma et de rêves cinématographiques. Puis souvent, bon, je trouve des solutions. D'autres fois, bon, il faut que je vive avec les conséquences, mais en bout de ligne, tu sais, on n'est pas en train de sauver des vies, on est en train de raconter des histoires. Je fais mon travail sérieusement, mais en même temps, j'essaie de ne pas trop me prendre au sérieux là-dedans. Mais je trouve ça extraordinaire de pouvoir faire ce métier-là quand même, puis d'être encore en train de le faire à mon âge. Je suis vraiment content, mais c'est très difficile, c'est très exigeant physiquement, c'est très exigeant psychologiquement. Parce qu'il faut que toute la journée. C'est pour ça que des fois, il y a des réalisateurs. Il y a eu dans l'histoire du cinéma et même récemment des réalisateurs qui ont eu des comportements odieux et qui ont eu des délires d'autorité ou des délires de pouvoir ou qui ont été vraiment méchants avec des gens. Mais c'est parce qu'à un moment donné, je pense que c'est trop stressant. Puis il y a des gens avec lesquels ils ne sont pas capables de bien fonctionner avec ça. Et tout d'un coup, ils deviennent pas fins. Il y a quelque chose qui les change, il y a quelque chose qui change en eux. Puis c'est assez commun dans l'histoire du cinéma, je dirais. Il y a beaucoup de réalisateurs. C'est sûr qu'il n'y a pas tant de réalisatrices parce qu'il y en a eu moins dans l'histoire du cinéma, mais là, il commence à en avoir plus. Mais c'est sûr qu'on parle surtout d'hommes et il y en a beaucoup qui ont eu des comportements assez odieux sur les tournages. Mais c'est le pouvoir, mais c'est aussi le stress, je pense. Qu'à un moment donné, ils voient plus clair. Fait que oui, il faut avoir des gens près de soi pour se faire ramener à l'ordre. Donc, gérez bien votre stress et prenez soin de vous et des autres. Oui, mais c'est un métier super exigeant, effectivement. Mais que tu communiques avec énormément de passion et donc tu parlais de ramener à l'ordre, c'est moi qui dois ramener tout le monde à l'ordre et à la minute en fait parce qu'on est rendu, donc on a même dépassé un peu le temps. Tu disais tout à l'heure qu'un plateau de tournage, on essaie de faire de belles choses dans le plaisir. Je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire ce soir et c'est ce que l'Observatoire du cinéma au Québec essaie de faire de manière générale avec des gens passionnés comme toi. Donc, je te remercie infiniment. Il y a des applaudissements déjà dans le chat et dans la section participants.
Merci pour ta générosité, pour ta passion et pour tous les conseils que tu donnes. Le premier étant sans doute la liberté et donc l'audace, c'est quelque chose qui est revenu souvent. Et merci de nous présenter ton métier de réalisateur de télévision. Sur ce, le cycle va continuer, chers amis. Le 8 mars, comme Martha a mentionné avec Sophie Ferron, on va parler de production et de format. Et d'ici là, comme on vient de dire, portez-vous bien. Puis encore un grand merci. Et puis, réinvitez-moi quand on pourra faire ça en vrai. En vrai, ben oui. Vraiment, Pas juste sur un oui. petit écran. Oui, j'aimerais vraiment ça, le faire une fois, mais avec en vrai devant les étudiants dans une vraie classe, si ça se peut l'année prochaine ou la suivante ou whatever. Là, mais bref, ça me ferait énormément plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Merci. On va t'arranger ça, Guillaume. Merci d'avoir pensé à moi.